Barnaby Fletcher a empoigné le poignet de Nor si fermement que la louche a fini sa course dans la poussière. J'ai dit que mon café était froid. Il n'a pas élevé la voix. C était bien le pire. Il a prononcé ces mots de la même façon qu'un homme intime à un chien de déguerpir. Sans la moindre colère, sans même la politesse d'une quelconque irritation, juste avec la certitude écrasante qu'elle n'avait pas assez d'importance pour qu'il daigne s'emporter contre elle. Autour du feu, tous les vachères se sont figés dans un silence absolu. Abigail ne s'est pas dégagée. Elle n'a pas pleuré. Elle est restée là, du haut de ses 20 ans, avec un mari enseveli depuis tout juste 6 mois, les mains abîmées par des semaines de corvée au petit matin et de lourdes marmites en fonte, fixant cet homme qui lui serrait le poignet comme s'il inspectait une pièce de harnachement défectueuse. Et, un peu plus loin dans le campement, une paire d'yeux sombres observait toute la scène. Si vous avez déjà eu le malheur de vous trouver dans une situation où l'on vous traitait comme un moins que rien, sans autre alternative que de baisser la tête et d'encaisser, alors vous savez exactement ce qu'Abigail Vance ressentait à cet instant précis. Ce que vous ignorez encore, en revanche, c'est la suite des événements. Avant d'aller plus loin, si ce genre d'histoire résonne en vous, si vous êtes convaincu que les âmes discrètes dissimulent parfois le plus grand des courages, faites-nous le plaisir de vous abonner dès maintenant à cette chaîne. Laissez un commentaire pour nous indiquer depuis quelle ville ou quelle région vous nous suivez. Nous tenons à voir jusqu'où notre récit peut voyager. Pensez également à cliquer sur le bouton JM, car chacun d'eux nous encourage à poursuivre. Restez bien avec nous, car ce n'est que le début. Le matin où Abigail Vance a enterré son époux, le sol était encore pris par la gelée. Un tel gel en plein mois de février dans le centre du Missouri ne se produisait pas tous les ans. Mais cette année-là, le froid mordait dur. Les hommes chargés de creuser la sépulture avaient dû briser la terre à coups de pioche plutôt qu'à la pelle. Elle gardait en mémoire le son sec de l'outil frappant la terre gelée, inlassablement, comme pour violer un endroit qui n'aurait jamais dû s'ouvrir. Debout au bord de la fosse dans sa plus belle robe, cette étoffe bleue foncée que Samuel préférait entre toutes, elle s'efforçait de penser à des choses pratiques, car seules les considérations pragmatiques lui évitaient de sombrer. Elle se disait que la manche gauche de sa robe aurait besoin d'un raccommodage. Elle se disait que le tonneau de farine était presque vide. Elle se disait qu'il lui restait précisément $1.40. Samuel Vance avait 23 ans, un brave garçon au sens où l'on l'entend communément. Il était toujours là quand il le fallait. Il travaillait dur. Il se montrait bienveillant sans y être obligé. Il avait épousé Abigail alors qu'elle n'avait que 18 ans et ils venaient tout juste de commencer à bâtir leur vie. Un lopin de terre loué, quelques poules, une liste de projets échafaudés la nuit dans le lit conjugal, comme le font les jeunes gens qui ignorent encore que les plans d'avenir ne sont que des souhaits parés de beaux discours. Puis, au début du mois de décembre, un cheval l'avait désarçonné. Il avait tenu 3 semaines à la maison, avant que ses blessures n'aient raison de lui. Elle se retrouvait à 20 ans, seule dans une bicoque de location qu'elle n'avait plus les moyens d'entretenir. Les voisins S étaient montrés gentils exactement aussi longtemps qu'il est aisé de l'être sans se compromettre. L'épouse du révérend lui avait apporté des gratins pendant 2 semaines. Un habitant du bourg s'était proposé de lui racheter ses volailles à un prix honnête, et elle avait accepté, car le comptant lui était plus nécessaire que les œufs. Dès le mois de mars, cette prétendue solidarité S s'était tarie avec la discrétion d'un ruisseau estival. Pas de manière abrupte, sans éclat dramatique. Juste un matin où l'on constate que l'eau a disparu. Elle avait présenté sa demande pour un poste à l'épicerie générale. Ils avaient préféré embaucher un gamin venu de la ville voisine. Elle avait toqué à la porte de la pension de famille. La veuve qui la gérait s'était dite désolée, mais n'avait besoin de personne. Elle avait tenté sa chance au bureau télégraphique et n'avait récolté que ce regard si particulier qu'on apprend à reconnaître avec le temps, celui qui signifie clairement qu'on ne l'engagera jamais, tout en manquant de franchise pour le lui avouer. La vérité était simple et rude, à l'image de la plupart des vérités de ce monde. Une jeune veuve de 20 ans sans famille dans les parages, sans compétences visibles pour le tout venant et sans homme pour se porter garant d'elle, ne constituait guère le choix évident pour qui que ce soit. Pourtant, elle savait cuisiner. Elle le faisait depuis l'âge de 8 ans, juchée sur un tabouret à côté de sa mère dans leur cuisine du Nebraska. Elle savait tirer 4 repas d'un simple os de jambon. Elle savait cuire le pain dans un four hollandais sur un feu de camp. Elle savait nourrir une foule avec ce qui tombait sous la main sans jamais rien brûler 2 fois.
Elle faisait partie de ces personnes qui retiennent la leçon du premier échec, faute de pouvoir se permettre le luxe de recommencer. Lorsqu'elle apprit qu'un convoi de bétail en route vers le nord cherchait une cuisinière de camp, elle ne tergiversa pas trop longtemps. Juste le temps d'éprouver un soupçon de peur. Puis elle rangea cette peur à l'endroit où elle entassait tout ce qui menaçait de l'anéantir, quelque part derrière ses côtes, bien serrées, avant de partir à la recherche de l'homme qui dirigeait le convoi. Il se nommait Micah Callahan, mais ce ne fut pas lui qu'elle rencontra en premier. Son chemin croisa d'abord celui du contremaître, un individu sec au visage buriné par les intempéries nommé Taggart, qui l'examina avec le détachement professionnel d'un maquignon toisant une bête. « Vous faites la cuisine pour 30 hommes, lui lança-t-il. « Je cuisine pour le nombre d'hommes que vous avez, rétorqua-t-elle. Taggart se gratta la mâchoire. 12 $ par mois. Vous voyagez dans le chariot de provisions, nulle part ailleurs. Vous ne vous approchez pas du troupeau, vous restez au camp, vous nourrissez l'équipe. Et vous fermez votre bouche sur tout ce qui ne concerne ni le petit déjeuner, ni le dîner, ni le souper. C est entendu ainsi. Ce n'était pas tout à fait acceptable, mais ces 11,40 $ ne feraient pas long feu, et elle n'avait nulle part où aller. C est d'accord, répondit-elle. Nous partons jeudi. Elle est partie jeudi. La roulotte de campement était un engin délabré, plus ancien qu'il n'y paraissait et d'un poids redoutable. Le précédent cuisinier lui a pris Taggart sans grand ménagement. S s'était rompu le bras en chutant d'une caisse de ravitaillement et avait dû jeter l'éponge pour la saison. Il n'existait aucun carnet de notes, aucun inventaire, aucune transmission de consignes. Elle était montée dans ce chariot avec les réserves telles qu'elles étaient, consacrant les 6 premières heures de la marche à faire le point mentalement sur ce qui restait et ce qui manquait, sur ce qui tiendrait la distance et ce qui s'épuiserait trop vite, et sur la manière dont elle parviendrait à nourrir 31 bouches 3 fois par jour pendant les 2 ou 3 prochains mois, avec le maigre équipement à sa disposition. Ce n'était pas l'abondance, mais ce serait suffisant à condition d'observer une stricte économie. Elle avait toujours été économe. L'équipe ne l'ignorait pas vraiment. Les hommes l'évitaient de la même façon qu'on évite un meuble encombrant. On la contournait. On profitait de sa présence. Il se montrait vaguement reconnaissant quand elle se rendait utile, et vaguement agacé dans le cas contraire. La plupart ne prirent même pas la peine de utiliser son prénom durant la première semaine. Elle était simplement la cuisinière, la gamine, et parfois, de la part d'un jeune vacher qui croyait sans doute bien faire, madame, sur un ton qui donnait l'impression qu'il s'adressait à la grand-mère de quelqu'un. Elle apprit leur nom malgré tout. Non pas pour nouer des liens, mais parce que cela facilitait les choses. Savoir qui prenait son café nature et qu'il l'aimait sucré. Savoir quel homme souffrait d'une dent carriée du côté gauche et ne pouvait rien avaler de trop dur. Repérer ceux qui avaient le mal du pays et méritaient qu'on leur serve une portion un peu plus généreuse sans qu'ils aient à le demander. Des détails insignifiants, rien de grandiose, mais elle engrangeait toutes ces informations pour les utiliser en silence, sans esclandre. Personne ne remarquait rien. C était parfait ainsi. Elle n'était pas venue ici pour attirer l'attention. Le patron du convoi, Callahan, elle ne l'aperçut que de loin pendant la majeure partie de ses premiers jours. Il était toujours ailleurs, à parcourir les flancs du convoi, à s'entretenir avec Taggart, à prendre la centaine de décisions quotidiennes qui permettaient à près de 2000 têtes de bétail de progresser dans la bonne direction sans faire de victimes. Il n'était plus un jeune homme, mais on ne pouvait pas dire qu'il fût âgé. Elle lui donnait la fin trentaine, des cheveux sombres grisonnant sur les tempêtes, et un visage qui semblait avoir cessé de s'étonner des coups du sort depuis belle lurette, se contentant désormais de parer à ce qui venait. Il venait au feu de camp pour les repas comme les autres, prenait son assiette, mangeait rapidement et s'éloignait. Il ne cherchait pas la conversation. Elle pas davantage. La première fois qu'il l'a vraiment regardée, du regard qu'on pose sur un être humain et non sur un simple obstacle sur sa route, remonte au 4e matin, alors qu'elle était levée depuis 4h15 et qu'il s'était approché du feu 1 heure avant tout le monde. Elle n'a rien dit. Elle lui a tendu une tasse de café. Il l'a prise, l'a fixée, a regardé les flammes, l'a fixée à nouveau, est demeuré silencieux, a bu son breuvage et s'est éloignée. Elle est retournée à ses pâtons, mais elle a remarqué plus tard, et elle se l'avouerait honnêtement par la suite. Elle a remarqué qu'en s'en allant, il avait ralenti le pas un peu plus que nécessaire. Le problème avec Barnaby Fletcher, était qu'on lui avait permis d'être Barnaby Fletcher depuis trop longtemps. Il faisait partie de ces gaillards qui avaient passé des années sur les pistes de bétail,
ce qui signifiait qu'ils avaient évolué dans un monde où les brimades infligées aux subordonnés restaient sans véritable conséquence. C'était un bon vacher, elle le lui concédait bien volontiers. Elle n'était pas injuste. Et sur la piste, la compétence professionnelle vous garantissait une immense tolérance pour tous vos autres défauts. Il n'était pas le plus fort de la bande, mais il possédait cette assurance bruyante qui réduit les autres au silence. Et ce silence avait dû ressembler à du respect pendant tant d'années qu'il en avait oublié la nuance. Il avait commencé à la harceler dès la 2e semaine. Rien de bien théâtral au début. Ça ne l'est jamais. Une assiette de repas laissée trop longtemps entre le moment où elle l'avait posée et celui où il s'était décidé à la prendre. Il l'avait repoussée du revers de la main sur le haillon, sans un mot, avec seulement un regard qui signifiait à refaire, et en mieux. Elle avait réchauffé le plat sans faire de commentaires. Elle s'était dit que cela ne signifiait rien. Un individu difficile parmi 31 hommes, c'était une proportion tout à fait raisonnable. Puis cela avait été son café, prétendument préparé de travers. Elle l'avait pourtant fait selon ses habitudes, d'après les indications de Taggart sur les goûts de la troupe, mais Barnaby exigeait autre chose et s'attendait manifestement qu'elle le devine par simple intuition. Elle avait rectifié le tir, consigné la chose. Ensuite était l'organisation des provisions sur le haillon que monsieur avait jugé bon de modifier sans demander la permission. Et lorsqu'elle les avait remises à leur place, là où elles lui étaient accessibles le plus efficacement possible, il les avait encore déplacées, en prenant soin cette fois de lancer assez fort pour que les hommes à proximité l'entendent qu'elle était même incapable de ranger un chariot correctement. Les hommes dans les parages n'avaient pas ouvert la bouche. L'un d'eux avait baissé les yeux vers le sol. Un autre S était pris de passion pour un point lointain à l'horizon. Abigail avait gardé le visage impassible, car elle avait compris qu'opposer un masque de marbre constituait sa seule défense valable contre cette engeance. Il ne fallait pas leur donner la satisfaction d'une réaction, ne rien leur offrir à cibler, devenir parfaitement inexpressive et attendre que l'orage passe. Les orages continuaient de se succéder. Elle se mit à le surveiller avec la vigilance qu'on accorde au changement de temps, non par obsession, mais avec cette attention sourde de celle qui sait qu'une tempête menace et réclame assez de préavis pour se mettre à l'abri. Où se trouvait Barnaby par rapport au feu? Taggart était-il dans les parages? Y avait-il des témoins? C'était une existence épuisante, mais elle savait ce qu'était l'épuisement. Alors elle avançait. La nuit du poignet, c'était le 9e soir. Elle était sur pied bien avant 4 heures. Elle avait préparé le petit déjeuner dans l'obscurité, nettoyé le tout, assuré le repas de midi à l'arrière du chariot en marche, dressé le camp au bivouac, cuisiné pour 31 hommes, et elle frottait les dernières casseroles lorsque Barnaby était revenu réclamer une seconde tasse de café, constatant que la marmite était refroidie. Elle s'en saisissait déjà pour la réchauffer. Il n'avait pas patienté. Il l'avait saisie au poignet, sans violence excessive. C'était précisément ce qui rendait la chose aussi abjecte. Il l'avait attrapée comme on saisit machinalement une poignée de porte, sans haine particulière, mais également sans le moindre égard pour le fait qu'elle fût un être humain susceptible d'éprouver de la douleur ou de la contrariété. Ses doigts s'étaient refermés autour de son poignet, il avait immobilisé la louche et il avait prononcé de cette voix plate « J'ai dit que mon café était froid ». Le camp était tu. Elle percevait le crépitement du feu. Et au loin, dans les ténèbres, ce bourdonnement sourd et agité que les bêtes émettaient à la nuit tombée. Elle entendait le sang battre à ses propres tempes. Elle n'a pas versé une larme. Elle nourrissait une colère froide et silencieuse contre elle-même, car le contour de ses yeux la picotait, elle qui n'avait plus pleuré devant témoin depuis les obsèques de Samuel. Et elle refusa de commencer maintenant. Sûrement pas pour Barnaby Fletcher. Elle est demeurée immobile. Et à l'autre bout du camp, à 6 mètres de là peut-être, Micah Callahan a posé sa tasse de café. Elle ne l'a pas vu se lever. Elle ne l'a pas vu s'approcher. Elle a seulement compris qu'il était là lorsque l'emprise de Barnaby S. s'est évanouie de son poignet, remplacée par un silence d'une nature différente, plus lourd, plus précis, dirigé. Elle a levé les yeux. Callahan se tenait entre elle et son agresseur. Il ne touchait personne. Il ne prenait pas de pose menaçante ni la posture exagérée de ceux qui recherchent l'apparence d'une bagarre sans vouloir y laisser des plumes. Il se tenait là tout simplement, et le calme qui l'entourait possédait cette densité propre aux masses imposantes qui n'ont pas encore bougé. Il a longuement dévisagé Barnaby, puis il a lâché d'un ton égal, si tu la touches encore, tu finiras le trajet à pied. Pas un, je vais vous renvoyer. Pas un, vous dépassez les bornes, juste tu finiras le trajet à pied.
5 mots, prononcés sur un ton qui ne laissait planer aucun doute quant au fait qu'il disposait de toute l'autorité nécessaire pour l'appliquer et qu'il se moquait éperdument des conséquences que cela impliquerait pour lui. La mâchoire de Barnaby s'est contractée. Quelque chose a traversé son regard, l'ébauche d'une réplique, aussitôt ravalée, puis l'abandon. Le café était froid, a marmonné Barnaby, mais toute l'arrogance avait déserté sa voix. Callahan n'a pas daigné répondre. Il est resté immobile jusqu'à ce que le vacher s'empare de sa tasse et s'éloigne. Le camp a pu respirer à nouveau. Callahan s'est tourné vers Abigail, sans la moindre trace de pitié, ni de cette fausse douceur que les hommes croient devoir prodiguer aux femmes dans ces circonstances, qui ne relève au fond que d'une forme supplémentaire de condescendance. Il l'a jaugée comme on examine une carte dans la pénombre pour s'assurer qu'on ne fait pas fausse route. « Ça va ?» a-t-il demandé. Elle a pris conscience que son poignet droit reposait contre son tablier et qu'elle le pressait légèrement contre elle, sans s'en rendre compte par ce réflexe instinctif qu'on a lorsqu'on a mal et qu'on refuse de l'admettre. « Oui », a-t-elle soufflé. Il n'a pas insisté. Un simple signe de tête. Il a regagné sa place initiale. Elle a remis le café à chauffer. Ses mains ne tremblaient absolument pas. Elle en tirait une fierté immense, intime, le genre de satisfaction secrète qu'on garde pour soi faute d'avoir à qui la confier. Elle a servi une tasse qu'elle a portée à Barnaby sans un mot, car elle avait besoin de ce gagne-pain. Mais plus tard, en lavant la dernière casserole dans l'obscure solitude alors que les hommes s'endormaient les uns après les autres, elle a ruminé cet incident. Pas l'aide partie, dont elle avait soupçonné l'existence, mais l'autre versant. Si tu la touches encore, tu finiras le trajet à pied. Elle avait connu Samuel et Samuel l'avait aimé. Mais Samuel était jeune et doux, et sa protection ressemblait toujours à une offrande qu'elle se devait d'accepter avec précaution. Ce qu'elle venait de s'entendre ce soir-là n'avait rien d'un cadeau. C était simplement advenu, à la manière d'un homme qui s'avance au bord d'une falaise et S y tient non pour parader, mais parce qu'il ne se soucie guère du vide en contrebas. Elle ignorait que faire de cette découverte. Pendant 9 jours, elle s'était efforcée de se rendre invisible aux yeux de Micah Callahan. Elle commençait à comprendre qu'elle s'était peut-être trompée sur toute la ligne. Le feu baissait. Les bêtes murmuraient dans l'ombre. 31 hommes ronflaient autour d'elle. Et Abigail Vance, veuve à 20 ans, cuisinière de convoi, invisible, quelconque, se tenait seule près des braises, dangereusement, attentivement éveillée. Elle ignorait encore ce que cet état d'éveil finirait par lui coûter. Elle ne savait pas non plus ce qu'il allait lui apporter. Elle a noyé les derniers tisons et est couchée. Le petit déjeuner l'attendait avant 4 heures. Le lendemain matin, elle a préparé les galettes de pain sans songer un seul instant à Barnaby Fletcher. C était un choix délibéré. Cela demandait un effort, mais elle avait compris depuis la disparition de Samuel qu'on pouvait décider de l'orientation de ses pensées. Pas pour tout, certes pas pour ce chagrin qui vous assaillait à 3 heures du matin quand il n'y avait plus qu'à endurer son passage, mais pour les choses de moindre envergure, les tracas gérables, les importuns de la trempe de Barnaby. On pouvait choisir de les reléguer sur une étagère pour ne plus jamais y toucher. Elle accumulait d'ailleurs beaucoup de choses sur ces étagères. Elle risquait de manquer de place. Les galettes s'avérèrent d'un peu trop plates, car la levure était éventée et, bien qu'elle le sût, elle n'avait pu y remédier. Elle l'a noté mentalement, ajoutant ce détail à la liste des denrées à rationner ou à remplacer. Elle a servi les galettes sans présenter d'excuses, car s'excuser de ce qu'on ne peut changer relève du gaspillage d'air, et elle avait retenu la leçon de bonne heure. Les hommes les ont avalées sans rouspéter. Sur une piste, un vacher se contenterait de manger une vieille botte pourvu qu'elle soit chaude. Callahan a pris son assiette et son café. S s'est tenu à bonne distance du feu comme à son habitude, se nourrissant avec la hâte des gens de labeur qui avalent du carburant sans savourer. Elle ne le regardait pas. Elle guettait les premières lueurs à l'est pour évaluer le temps dont elle disposait avant d'ordonner le branle-bas du chariot lorsqu'il est venu reposer son écuelle vide sur le haillon. Lâchant sans préambule, « Comment va votre poignet ?» Elle l'a toisé. « Il va bien. » Je ne pose pas la question par pure politesse. Je sais, a-t-elle répliqué, il va bien. Il a prolongé son regard une demi-seconde de trop. Puis il a ramassé son couvre-chef posé sur le bois, l'a planté sur sa tête et est reparti. C'était tout. Cette conversation n'aurait pas dû revêtir une telle importance. Elle savait pertinemment qu'elle n'aurait pas dû lui accorder autant de prix. Et elle s'est remise à frotter le haillon avec l'énergie farouche de celle qui refuse de ressasser un échange verbal. Le convoi progressait vers le nord. Les journées avaient fini par adopter une forme, une cadence qu'elle avait apprivoisée sans le chercher.
Lever à 4 heures, feu allumé à 4h15, café prêt à 4h30. Galettes, lard salé, tout ce qu'elle pouvait improviser. Les hommes venaient se servir par roulement et elle les alimentait d'eux-mêmes, si bien qu'au premier jour levant, la roulotte était déjà bâchée et en route. Le repas de midi s'expédiait directement depuis l'arrière du véhicule en mouvement. Du froid, du consistant, tout ce qui pouvait se distribuer sans stopper la marche. Elle avait appris à se tenir debout sur le plancher de la bétaillère pour distribuer les portions tandis que les roues cahotaient, calant ses genoux contre les ridelles, et elle n'était tombée qu'une seule fois. C'était lors de la 2e semaine, lorsqu'une rouesse s'était engagée dans une ornière pour la projeter de côté, l'obligeant à se rattraper à une caisse de ravitaillement au prix d'un vilain hématome sur la hanche qui l'avait fait souffrir pendant 3 jours. Elle n'avait soufflé mot à personne. Elle avait simplement modifié sa façon de se caler dans la roulotte. Le souper demeurait le véritable repas, le seul qui comptait vraiment. Elle y mettait tout ce qu'elle possédait chaque soir. Non pour épater la galerie, mais parce qu'elle comprenait mieux que quiconque dans ce camp ce qu'un plat chaud représentait pour des organismes éreintés. Elle avait assez connu la fatigue pour savoir que la nourriture dépassait le simple stade du carburant. C'était la preuve tangible que la journée pouvait être surmontée, que quelqu'un avait pris la peine de veiller sur vous. Elle avait introduit de petites modifications, inversant l'ordre des aromates, glissant des oignons sauvages ramassés au bord d'un gué dans les haricots, préparant davantage de pain de maïs lorsqu'elle avait remarqué que les 2 plus jeunes vachères, de simples gamins de 17 ou 18 ans visiblement arrachés à leur foyer pour la première fois, mangeaient moins que les autres, avec cette retenue propre à ceux que la tristesse ou le mal du pays coupe l'appétit. Elle avait pris l'habitude de leur mettre une part de côté pour la leur tendre directement, au lieu de laisser la troupe se servir dans le chaudron. De la sorte, elle s'assurait qu'ils reprenaient des forces sans attirer l'attention sur eux. Aucun des deux n'a jamais ouvert la bouche pour la remercier. Ils mangeaient, tout simplement. Leur mine était un peu amendée au fil des semaines. Cela lui suffisait amplement. Elle s'était également mise à raccommoder. Ce changement s'était opéré par touches progressives, presque par hasard. La première fois, il s'agissait d'une déchirure sur la veste d'un vacher discret nommé Garrett, qui lui rappelait vaguement son père et qui traînait sa palétote ouverte depuis 3 jours faute de fil et d'aiguille. Elle possédait l'un et l'autre. Elle avait glissé son propre nécessaire de couture dans ses affaires. Elle avait réparé sa manche un soir pendant qu'il mangeait, déposant le vêtement sur sa paillasse sans commentaire. Au matin, l'homme l'avait examiné, avait parcouru le camp du regard avant que ses yeux ne croisent les siens. Elle était déjà occupée près du feu. Il avait incliné la tête, elle avait fait de même. C'était tout. La rumeur s'était propagée parmi les hommes avec la discrétion coutumière, des choses qu'on ne prononce pas à haute voix. 2 jours plus tard, un autre présentait une chemise manquant d'un bouton. Elle l'avait recousue, puis une paire de gants troués au pouce. Elle ne faisait pas étalage de ses talents. Elle ne gérait pas une officine de service. Elle agissait simplement quand l'occasion se présentait. Avec la même efficacité silencieuse, pragmatique et dépourvue de théâtralité qui la caractérisait. Callahan avait fini par s'en apercevoir. Elle commençait à se douter qu'il ne manquait pas grand-chose de ce qui se passait autour de lui. Un soir, il s'est attardé près du foyer plus longtemps que de coutume, observant son labeur. Le camp s'endormait doucement, les hommes rejoignant leur couverture, les bêtes s'apaisant après une bonne journée de marche. Elle rapiéçait la toile d'un sac de couchage à la lueur des tisons, un travail délicat qui lui meurtrissait la vue. « Tu n'es pas obligé de faire ça », lui a-t-il fait remarquer. « Je le sais », a-t-elle répliqué sans lever le nez. « Tagar ne t'a pas engagée comme couturière. Tagar m'a engagée pour nourrir l'équipe et faire en sorte qu'elle tienne le coup », a-t-elle riposté. Un homme affublé d'une veste en lambeaux par 7 degrés ne tient pas le coup. Un silence. Elle l'a senti changer d'appui sur ses jambes. « Où as-tu appris à cuisiner ainsi ?» a-t-il repris en désignant le ragoût de la veille. Elle a enfin levé les yeux, car la question l'avait prise de court. Ce n'était pas un compliment d'usage, de ceux qu'on adresse pour signifier qu'il ne faut rien changer. C'était une véritable interrogation. « Ma mère », a-t-elle dit. Elle envisageait la cuisine de façon très terre-à-terre. Elle disait qu'on pouvait tirer quelque chose de bon de n'importe quoi, pour peu qu'on prête attention à ce qu'on a sous la main, au lieu de pleurer sur ce qui manque. Il a gardé le silence un instant. C'était une femme avisée. Elle l'était, a confirmé Abigail employant l'imparfait. Il a capté le temps du verbe. Elle l'a vu hésiter à creuser la question. «
Tu te débrouilles bien pour faire durer les vivres, a-t-il enchaîné. Mieux que Patterson. Le précédent cuisinier, a-t-il précisé. Je sais qui est Patterson, a-t-elle répliqué. Taggart m'en a touché 2 mots. C'est exact. Un nouveau silence. Je veux dire qu'on remarque ce que tu fais. Et je ne suis pas certain qu'on te l'ait assez dit. Elle a replongé les yeux dans son ouvrage. Son aiguille a trouvé le point suivant. La plupart des gens ne prêtent attention qu'à ce qui les maintient en vie, a-t-elle murmuré. Ils se contentent de respirer en supposant que tout cela allait de soi. Elle ignorait d'où lui venait cette répartie. C était sortie avec un peu plus de mordant qu'elle ne l'aurait voulu, et elle s'attendait à un malaise, mais Callahan a poussé un soupir qui ressemblait fort à un rire étouffé. C'est bien vrai, a-t-il admis. Il a pris son café et S s'est retirée. Elle est restée assise, enveloppée par la chaleur étrange et pesante de cet échange pour le restant de la soirée, s'efforçant de ne pas trop l'analyser. La tempête a éclaté au 14e jour de marche. Elle l'avait senti poindre dès l'après-midi. Non pas en l'apercevant, mais en l'éprouvant dans sa chair. Dans la façon dont l'air avait viré, dont le vent avait pivoté à 2 reprises en l'espace d'1 heure avant de se figer dans un calme plat et menaçant. C était le signe que les éléments s'amassaient. Ayant grandi dans le Nebraska, elle connaissait trop bien la signification de ce silence de mort. Elle avait entamé ses préparatifs sans en avertir quiconque. Il y a des choses qu'on peut empêcher et d'autres non. On ne stoppe pas un orage. On ne retient pas un troupeau pris de panique. En revanche, on pouvait protéger ce qui méritait de l'être. Elle avait réorganisé la roulotte, reléguant au centre tout ce que l'eau risquait d'endommager, enveloppant la farine et la maïs de toile supplémentaires. Elle avait exhumé le petit bois qu'elle mettait de côté en cachette, des morceaux secs qu'elle ramassait et planquait à chaque traversée de bois, sachant par expérience d'enfance que ce dont on manquera le plus est toujours ce qu'on a négligé d'amasser. Elle l'avait serré fermement avant de le caler dans le recoin le plus sec du chariot, sous une épaisseur de toile et une caisse vide. Personne ne lui avait demandé ce qu'elle manigançait. Elle n'était que la cuisinière, toujours occupée à des tâches incompréhensibles pour les autres. Et l'orage S est abattu au crépuscule. Violent, sec, dépourvu de ces préludes théâtraux dont la nature gratifie parfois les voyageurs par pure courtoisie. 1 minute plus tôt, une simple ligne pourpre tachait l'horizon. 20 minutes plus tard, le vent soufflait à l'horizontale et la pluie s'abattait en trombe, donnant l'impression que le ciel tout entier s'était affaissé pour les écraser. Le bétail était affolé d'un seul homme, se bousculant, se pressant, emplissant l'air de ce mugissement sourd et angoissé qu'on ressentait au creux de la poitrine avant même de l'entendre. Le camp avait sombré dans le chaos. Les vachères détendues 10 minutes auparavant couraient en tous sens, hurlaient, luttaient pour maintenir le troupeau groupé dans les ténèbres sous des torrents de pluie. Les feux S étaient éteints, les abris avaient cédé. Ceux qui râlaient contre leur pitance se battaient désormais pour ne pas perdre l'équilibre. Abigail avait arrimé la bâche du chariot avec les derniers liens disponibles, l'un d'eux ayant déjà lâché, s'aidant d'un bout de corde piqué dans le coffre et de ses propres mains glacées pour accomplir la manœuvre. Puis elle était demeurée sous les cataractes du ciel, observant les vestiges du campement pour évaluer ce qu'il restait à sauver. Le foyer était évidemment noyé, il ne fallait plus compter sur un feu de camp de sitôt. Pas par ce temps. Mais elle possédait son petit bois sec. Elle avait également sa lourde marmite en fonte, assez massive pour tenir en place quoi qu'il arrive. Elle disposait de 3 parois de la charrette pour se protéger du vent, à condition de bien la positionner, ainsi que de ce petit triangle abrité entre la roue avant et le châssis. Ce n'était pas un feu qu'elle était en train de construire, pas vraiment. C'était quelque chose de plus discret et de plus têtu, juste assez de flammes sous la marmite. La marmite protégeant la flamme du vent, le tout fonctionnant à peine et pourtant assez pour faire l'affaire. Il lui fallut 40 minutes d'effort et tout ce qu'il lui restait d'énergie. Au moment où les hommes commencèrent à revenir du troupeau par petits groupes épuisés, elle avait du café chaud, sans être excellent. Elle avait dû deviner la quantité d'eau, car impossible de mesurer quoi que ce soit dans ces conditions, mais il était chaud, il était là. Et elle avait réussi à ramener à frémissement la petite casserole de haricots préparée l'après-midi même, ce qui signifiait qu'il y aurait aussi à manger. Le premier à s'approcher du foyer fut l'un des plus jeunes, ce garçon de 17 ans originaire des environs de San Antonio, prénommé Silas. Il était trempé de la tête aux pieds et ses mains tremblaient. Il s'arrêta net en apercevant le feu, cette petite flamme improbable et têtue. Il resta planté là une seconde. « Comment as-tu fait » demanda-t-il. « Du bois d'allumage sec » répondit-elle. « Donne ta tasse. » Il prit la tasse à 2 mains,
la serrant contre sa poitrine avant même d'y porter les lèvres. Elle l'observa faire, puis détourna les yeux pour ne pas y prêter trop d'attention. Les hommes continuaient d'arriver. Elle continuait de servir. Les tasses vinrent à manquer, et les buveurs d'emprunter n'importe quel récipient disponible. Elle servit des haricots à 12 hommes avant que la marmite ne s'épuise, puis rallongea le reste avec de l'eau et un morceau de lard salé trouvé à la hâte pour faire durer. Callahan arriva vers minuit. Il était trempé, son visage affichant ce calme contrôlé propre à l'homme qui gère une crise depuis des heures et continue de la maîtriser intérieurement, même si l'urgence immédiate est retombée. Il s'approcha du foyer et s'arrêta de la même façon que Silas, avec cette même hésitation d'une fraction de seconde. Il regarda le feu. Il regarda la marmite. Il la regarda, elle. Elle avait conscience d'être trempée, elle aussi, que ses cheveux s'étaient totalement échappés de leurs épingles au cours des 3 dernières heures, qu'elle portait une brûlure au dos de la main gauche pour avoir glissé sur le couvercle de la marmite en tâtonnant dans le noir, et qu'elle devait avoir l'air d'une épave rejetée par la tempête. Elle lui servit une tasse de café. Il la prit. Il dit à voix basse qu'il n'y avait pas de bois sec dans ce camp. « Il y en a maintenant », répliqua-t-elle. « Tu t'étais préparé à ça, toi. Moi, je me suis préparé à quelque chose. J'ai grandi dans le Nebraska, on apprend. » Il but son café. Il resta planté près de ce petit feu un instant de trop. Son visage faisait quelque chose qu'elle ne parvenait pas tout à fait à décrypter à la lueur des flammes. Quelque chose qui n'était pas tout à fait cette froideur fermée à laquelle elle s'était habituée. « L'équipe a besoin de savoir que ce n'est pas de la chance, » dit-il. « Peu importe ce qu'ils en pensent, » répondit-elle. « Ça compte pour moi, » insista-t-il. Elle n'avait rien à répondre à cela. Elle préféra regarder le feu, réajuster quelque chose qui n'en avait pas besoin. « Tu devrais manger, » dit-elle. « Les haricots sont un peu clairs, j'ai dû les allonger. »« J'ai mangé pire, » fit-il. Il prit ses parts. Il s'assit non loin au lieu de regagner sa place habituelle à l'autre bout du camp. Et elle se surprit à prêter attention à sa présence de cette façon machinale dont on ressent la chaleur, sans y penser directement, sentant simplement qu'elle était là, à la périphérie du reste. Elle servait encore à manger, et du café à 2 heures du matin. Elle serait debout à 4 heures. Cela ne la dérangeait pas. Le feu continuait de brûler, les hommes sortaient de l'obscurité pour trouver une lueur tiède qui les attendait. Ce petit rayon de lumière au milieu de ce chaos détrempé, c'était une chose qu'elle comprenait. L'utilité de la chose, ce but simple et net de maintenir les gens en vie, est un peu moins misérable qu'il ne l'était 5 minutes plus tôt. Elle était douée pour cela. Elle n'avait pas toujours su qu'elle était douée pour quelque chose. Samuel le lui avait dit, et elle l'avait cru à moitié, parce qu'on croit toujours à moitié ceux qui vous aiment en supposant qu'ils font preuve de gentillesse. Mais ici, au milieu de nulle part, avec 31 étrangers au cœur d'une tempête, elle le découvrait par elle-même. C'était différent. C'était à elle. Le lendemain matin, le soleil se leva, brillant, froid et indifférent, comme toujours après ces tempêtes, agissant comme s'il ne s'était rien passé. Le camp était un champ de ruines. Le matériel gisait éparpillé. L'un des abris en toile s'était effondré, et 3 chevaux s'étaient détachés pendant la nuit, ce qui mettait Taggart dans une humeur si sombre qu'elle jetait sa propre ombre. Mais l'équipe prit un petit déjeuner chaud. Elle disposait de lard salé séché et du reste de la farine à biscuits exploitable, et elle cuisina quelque chose qui tenait moins du petit déjeuner traditionnel que d'un plat chaud, consistant et suffisant, que les hommes avalèrent dans ce silence concentré propre à ceux qui ont très faim, qui sont très reconnaissants, et peut-être pas tout à fait prêts à l'admettre à haute voix. Barnaby Fletcher s'assit à l'écart du camp pour ce repas du matin. Elle le remarqua. Il prit son assiette sans la regarder, regagna sa place et ne prononça pas un mot, ni pour elle, ni à son sujet. Il mangea son repas en fixant le sol. Elle n'en éprouva aucun triomphe. Elle n'éprouva rien du tout. À vrai dire, il resterait ce qu'il était. Elle ne pouvait pas le changer. En revanche, elle pouvait changer sa propre réaction face à lui. Et jusqu'ici, elle semblait y parvenir de manière tout à fait convenable. Ce qu'elle ressentait en revanche, et elle examina ce sentiment avec attention, car il lui était peu familier et elle préférait le comprendre avant qu'il ne la surprenne. C'était quelque chose qui ressemblait au fait d'être vu. Pas de manière spectaculaire, pas comme dans ces histoires où quelqu'un est soudain reconnu comme merveilleux et où tout bascule. Plutôt l'impression que 2 ou 3 hommes dans ce camp la regardaient enfin avec leurs propres yeux, au lieu de voir à travers elle comme si elle n'était qu'une vitre. Callahan, le jeune Silas, Garrett avec sa veste raccommodée, ce taciturne du nom de Tobias qui avait commencé à lui laisser du bois de chauffage supplémentaire
près de la charrette, sans qu'on lui demande rien, le déposant le soir l'air de rien, de petits détails. Elle se gardait bien d'en faire plus que ce qu'ils étaient, mais elle avait 20 ans, était seule au monde, et venait de passer la majeure partie de 8 mois à être, à divers degrés, invisible. L'impression d'être vue, ne serait-ce qu'un tout petit peu, même par des cow-boys épuisés qui n'arrivaient pas tout à fait à se rappeler son nom, ce n'était pas rien. Ce n'était vraiment pas rien. Callahan prit une habitude. Elle ignorait quand cela avait commencé. Cela semblait déjà installé lorsqu'elle le remarqua. Il venait le premier au foyer le matin et y restait jusqu'à l'arrivée des hommes. Ces 10 ou 15 minutes constituaient la partie la plus calme de sa journée. Et aussi, elle s'en rendait compte, celle autour de laquelle elle organisait le reste de sa matinée sans se l'avouer. Il parlait peu, elle aussi. Il prenait son café. Prononçait parfois une brève remarque sur l'itinéraire du jour ou un changement de plan, des questions pratiques, ce genre d'informations qui touchaient directement à son travail. Elle lui posait une question pratique en retour. À quelle heure prévoyait-il d'atteindre l'eau? Y avait-il une traversée de ruisseau avant midi ou après? Combien de temps durerait l'étape du jour selon lui? Mais certains matins, il ne disait pas un mot. Il se tenait simplement là, dans l'obscurité matinale, une tasse de café à la main, à regarder le ciel s'éclaircir et à écouter le bétail bouger et s'installer au loin. C'étaient ces matins-là qu'elle préférait et dont elle se méfiait le plus. 3 semaines après leur départ, il lui parla de ses enfants. Elle n'avait rien demandé. Elle ne demandait jamais rien. Mais il s'était approché du feu dans une disposition d'esprit différente de son habitude. Non pas plus sombre, mais plus lourde, semblable à la démarche de quelqu'un que quelque chose opprime de l'intérieur. Et au bout d'un moment, sans qu'on le sollicite, il lâcha « Ma fille a 7 ans la semaine prochaine. Je n'arrête pas d'y penser. » Abigail le regarda. « Tu as des enfants ?» 2. Claire a presque 7 ans. Jébédia en a 9. Il fixa les flammes. Ils sont chez ma sœur à Helena pendant que je fais route. Ils font ça chaque année? Depuis que leur mère est décédée. Il le dit sans phare comme un simple fait. C'était il y a 3 ans. Elle garda le silence. Je suis désolée, dit-elle. Non, parce que c'était ce qu'il fallait dire, mais parce qu'elle le pensait sincèrement, avec la lucidité de celle qui savait ce que ce genre de perte fait à l'air d'une pièce, ou en l'occurrence, à l'air autour d'un homme planté dans une prairie à 5 heures du matin. Martha ne dort toujours pas bien, reprit-il. Jébédia si, mais Martha, je reçois des lettres de ma sœur. Elle ne le dit pas clairement, mais je sais lire entre les lignes. Il s'arrêta, prit une gorgée de café. C'est plus dur de partir que c'était. Alors pourquoi tu le fais? Demanda-t-elle. Ce n'était pas un défi. C'était une vraie question. Il la regarda comme s'il évaluait la quantité d'honnêteté dont il disposait à cette heure-là. Parce que le ranch ne tourne pas sans capital, et que le capital ne vient pas sans le convoi. Et que les gnomes ont besoin que le ranch soit toujours là quand ils seront assez grands pour le faire tourner eux-mêmes. Une pause. Leur grand-père l'a bâti. Je ne serai pas celui qui le perdra. Elle y réfléchit. C'est lourd à porter tout seul. La plupart des choses qui valent la peine d'être portées le sont, dit-il. C'était dit simplement, non comme une philosophie, mais comme une conviction profonde. Elle ne savait pas exactement quand elle avait commencé à attendre ces matins avec impatience. Ce dont elle était sûre, c'est qu'elle ne le dirait à personne. 2 jours après la tempête, Barnaby Fletcher fit une dernière tentative. Pas directement contre elle, pas cette fois. Il lança à l'homme assis à côté de lui, au moment du souper, une phrase prononcée assez fort pour porter. Il parla des femmes dans les convois de bétail qui portaient malheur, de la façon dont la tempête avait prouvé qu'il avait raison, de ces gens qui feraient mieux de rester en ville, là où est leur place. Il ne la regarda pas en le disant. Il n'en avait pas besoin. Le camp devint soudain prudent et silencieux. Callahan se trouvait de l'autre côté du feu. Il ne bougea pas. Il ne regarda pas Barnaby. Il prit la même voix calme qu'elle lui avait entendu employer avec un cheval sur le point de s'emballer. Basse, absolue, sans aucune marge de négociation. Barnaby, stop, c'est tout. 2 mots. Barnaby s'arrêta. Elle servit le reste du repas sans qu'aucun des hommes ne croise son regard, ce qu'elle comprit. Il ne détournait pas les yeux par indifférence. Il le faisait par embarras. Et les hommes ont du mal avec l'embarras lorsqu'il n'y a pas de cible à frapper en retour. C'était très bien ainsi. Elle n'avait pas besoin qu'il la regarde. Elle avait besoin qu'il mange. Ils mangèrent. Plus tard, en faisant la vaisselle toute seule, elle pensa à ce que cela avait coûté à Callahan d'agir ainsi. Non pas l'acte en soi, une phrase sèche adressée à un individu difficile n'avait rien d'insurmontable pour un homme comme Micah Callahan, mais la constance de cette attitude, le fait qu'il l'ait fait une fois de manière éclatante devant tout le monde, puis une seconde fois en silence,
sans aucune mise en scène. C'était cela qui importait. La première fois pouvait relever de la fierté, de l'autorité ou de tout autre motif. La deuxième fois relevait d'autre chose. Elle pensa à sa fille qui ne dormait pas bien. Elle pensa à son fils de 9 ans. Elle pensa aux lettres d'une sœur qui disait des choses entre les lignes. Elle pensa au fait qu'elle avait porté son deuil pendant 8 mois toute seule, qu'elle y était parvenue assez bien, et qu'elle avait supposé que ce serait désormais ainsi pour le restant de ses jours. Elle rangea la dernière casserole. Les étoiles brillaient d'un éclat vif, le bétail était calme, et elle entendait Tobias jouer un air doux et sans parole à l'harmonica quelque part dans les ténèbres. Elle n'était pas réparée. Elle n'était pas guérie. Elle n'avait été sauvée par le geste ou la gentillesse de personne. Elle était toujours fatiguée, toujours fauchée, et toujours loin de tout endroit qui ressemblait à un chez-soi. Mais elle n'était plus invisible. C'était nouveau. C'était étrange et fragile, et elle ne s'y fiait pas encore tout à fait. Elle s'endormit avec cette pensée flottant encore dans sa poitrine. Et pour la première fois en 8 mois, elle ne rêva ni de terre gelée, ni de pioches, ni d'une robe bleue aux poignets effilochés. Elle ne rêva de rien du tout, ce qui pour elle équivalait presque au repos. Le convoi entama sa 4e semaine et l'atmosphère du camp se modifia de cette façon dont la pression change avant l'orage. Invisible, sans nom, mais perceptible par quiconque prêtait attention. Abigail prêtait attention. Elle le faisait toujours. Les hommes avaient commencé à l'appeler par son prénom. Pas tous, et pas tout le temps, mais suffisamment. Silas disait Mademoiselle Abigail avec la politesse guindée d'un garçon qui avait décidé de se montrer plus poli que son éducation ne l'exigeait strictement. Garrett prononçait Abigail comme il disait la plupart des choses, simplement, sans fioriture, mais avec ce poids particulier que les mots simples prennent lorsqu'ils sortent de la bouche de quelqu'un qui ne les gaspille pas. Même Taggart, qui communiquait principalement par grognements et insinuations, avait cessé de l'appeler la cuisinière dans les conversations tenues juste à côté d'elle. C'était peu de choses. Cela ne coûtait rien à personne. Mais elle le remarqua de la même manière qu'elle avait remarqué le poignet, de la même manière qu'elle repérait tout ce qui lui indiquait si elle était une personne ou un simple outil aux yeux des autres. Elle redevenait lentement, progressivement, un être humain dans un camp de cow-boys qui sentait toujours le cheval et préférait encore souffrir en silence plutôt que de demander un biscuit de plus. Elle prenait ce qu'on lui donnait. La terre aussi avait changé. Le Missouri était derrière eux. L'herbe s'étirait davantage ici, d'un blond pâli qui ondule sous le vent comme une poitrine qui respire. Et le ciel présentait ce bleu immense des hautes plaines qui donnait à tout ce qui se trouvait en dessous un air légèrement vulnérable. Le bétail avançait mieux dans cette contrée, plus régulièrement, comme s'il s'était lui aussi détendu au rythme de la marche. L'étape quotidienne oscillait entre 12 et 15 miles, selon l'eau et le terrain. Et l'équipage s'était calé sur le pas du voyage à la manière dont on s'accommode de toute chose répétitive. Pas vraiment par confort, mais avec la compétence résignée de gens qui connaissent leur besogne et l'accomplissent. Callahan parcourait le troupeau à cheval les matins après son café. Parfois, elle le repérait au bruit, celui de sa monture de l'autre côté des bêtes, et elle se surprenait à tendre l'oreille sans le vouloir, à le cataloguer comme elle cataloguait tout le reste, en le classant dans la rubrique des choses qu'elle n'osait pas encore examiner de trop près. Il se parlait davantage à présent, pas de façon théâtrale. Il restait un homme pour qui le silence était l'état naturel, et elle n'était pas du genre à le remplir pour le plaisir, mais une aisance s'était installée dans les matins calmes, absente avant la tempête, comme si quelque chose s'était scellé entre eux qui n'avait plus besoin d'être prouvé. Il lui racontait des choses, non des confessions, ni des épanchements, plutôt la conversation qu'on tient à quelqu'un qui marche à vos côtés, des observations prononcées à haute voix parce que cela s'avérait utile. Il lui parlait de l'itinéraire, de ce tronçon de ruisseau qu'il leur fallait atteindre avant la 3e semaine de juin, sous peine de le trouver trop bas pour abreuver le bétail. Il lui parlait d'un éleveur du Nebraska dont ils allaient traverser les terres, un homme ombrageux sur les endroits où piétinait le bétail et qu'il convenait de ménager. Il lui confiait que Tobias, l'harmoniciste, l'accompagnait depuis 4 ans et figurait parmi ses meilleurs éléments. Tout en étant le plus enclin à commettre une sottise monumentale dès qu'il s'ennuyait, elle devait donc le laisser aider aux corvées de camp s'il le proposait, car occuper Tobias relevait d'une stratégie de commandement. Elle lui racontait des choses, elle aussi.
Elle lui disait que la levure chimique touchait à sa faim et qu'elle prévoyait de faire du pain de maïs à la place une fois qu'elle serait vide, ce sur quoi les hommes râleraient avant de le manger. Elle lui indiquait que les 2 plus jeunes garçons allaient mieux depuis qu'elle veillait à ce qu'ils mangent à leur faim, mais que Silas en particulier luttait contre quelque chose qu'elle ne pouvait nommer, pas vraiment le mal du pays, plutôt une incertitude fondamentale, l'expression de quelqu'un qui a entamé une démarche sans trop savoir pourquoi il l'avait entreprise. Callahan avait écouté cela, et le lendemain matin, elle l'avait aperçu chevauchant aux côtés de Silas pendant un bon bout de chemin, tous deux devisant, sans qu'elle n'en dise rien. Elle ne disait rien sur beaucoup de sujets, lui non plus. C'était une conversation en soi. L'incendie de prairie éclata un jeudi. Elle ne le vit pas démarrer, elle le sentit d'abord. Cette odeur spécifique d'herbe brûlée, différente de la fumée de bois, plus âpre et plus vive, avec une chaleur sous-jacente qui semblait devancer le feu lui-même. Elle se trouvait près de la charrette pour la pause de midi, à ranger les provisions de l'après-midi, lorsqu'elle redressa la tête et perçut cette odeur. Les poils de ses bras se dressèrent avant même que son esprit n'eût totalement saisi la situation. Elle regarda vers le sud. La fumée formait déjà une ligne à l'horizon, pas les basses, mais avançant vite. Le vent avait soufflé fort toute la matinée, venant du sud-ouest, et poussait ce qui brûlait dans leur direction avec une rapidité et une efficacité qui lui nouèrent l'estomac. Elle ne resta pas plantée là à l'observer. Il n'y avait pas de temps pour cela. Au feu, cria-t-elle, feu au sud. Le camp s'embrasa. Le bétail le sentit quelques secondes après son cri. Elle le sut parce que le bourdonnement sourd et régulier des bêtes au repos changea instantanément pour devenir un tumulte plus fort, plus urgent, informe, semblable à la clameur d'une foule qui vient d'apprendre une mauvaise nouvelle sans savoir encore quelle décision prendre. Puis la décision tomba. Ils firent surge. Près de 2000 animaux s'ébranlèrent vers le nord, fuyant la fumée et cette vague montante dont quiconque a déjà vu une panique sait qu'on ne peut l'arrêter de face. Les hommes couraient. Les hommes hurlaient. Des chevaux hennissaient quelque part hors de sa vue. Taggart passa devant elle à cheval au galop, le visage d'un homme en train de faire un calcul arithmétique dont il n'aime pas le résultat. Elle regarda la charrette de cuisine. Elle était chargée de tout. La nourriture, les munitions, des caisses entières pour la chasse ou pour faire face aux loups et aux crotales occasionnels, rangés dans le coffre avant sous le siège, le matériel médical, les harnais de rechange, tout ce qui permettait à 30 et un individu de rester en vie et opérationnel au milieu de nulle part. Si le feu atteignait la charrette avant qu'elle ne la déplace, les munitions sauteraient, et l'explosion secondaire s'avérerait pire que l'incendie. Elle empoigna les guides de l'attelage, les 2 chevaux dansant déjà et tirant sur leurs attaches. Elle parvint à les libérer, tira secrètement à gauche, s'efforçant de diriger le véhicule vers le nord, à l'écart de cette ligne de fumée qui n'était plus à l'horizon, mais visiblement plus proche, visiblement plus haute. Un véritable mur de fumée strié d'orange dans les herbes sèches. Les chevaux refusaient d'avancer. Ils étaient terrifiés. Elle percevait à travers les guides cette tension de tout le corps chez une bête qui ne demande qu'à fuir dans n'importe quel sens et à qui on refuse ce mouvement. Elle mit toute son énergie à les retenir, à les guider, à avancer, leur parlant d'une voix basse et continue, dont elle avait constaté qu'elle fonctionnait mieux que les cris. Juste du son, juste une présence, juste l'assurance qu'elle était là, et leur montrait la route. Elle fit avancer la charrette d'une 30aine de pieds, avant qu'un des chevaux ne se dérobe sur le côté et que la roue gauche ne vienne buter contre le bord d'un petit talus qu'elle n'avait pas vu. La charrette tangua sans verser, mais la roue se coinça, et les bêtes échappaient à tout contrôle si elle restait seule. Le feu était à présent assez proche pour qu'elle l'entendît. C'était ce détail dont personne ne parlait au sujet des feux de prairie. Cela fait le bruit d'une étoffe qu'on déchire. Un déchirement mécanique, continu et immense. Elle dégagea la roue en jetant tout son poids contre le flanc de la charrette et en hurlant sur les chevaux jusqu'à ce qu'ils tirent. Et elle repartit vers le nord, le véhicule cahotant violemment sur le sol accidenté. Par-dessus son épaule, elle constata que le vent avait tourné. Pas complètement, juste assez. Le feu ne progressait plus plein nord. Il biaisait, poussé par la bascule du vent, et la trajectoire qu'il prenait menait tout droit vers la portion d'herbe sèche où Callahan gérait le troupeau. Elle immobilisa la charrette au bord d'une clairière peuplée d'herbes plus courtes sur un sol plus dur. Les chevaux étaient en sueur et tremblaient encore, mais ils étaient stoppés, et la charrette présentait toute la sécurité possible pour les 30 secondes à venir.
Elle les attacha à un chêne rabougri, une attache précaire, insuffisante pour retenir indéfiniment des bêtes paniquées, mais suffisante pour l'instant. Elle porta son regard sur le chaos de la bousculade et de la fumée. Elle vit le cheval de Callahan s'effondrer. Elle ne sut pas exactement ce qui s'était passé, et Callahan se trouvait en l'air, puis à terre, tandis que le troupeau allait lui passer dessus d'une seconde à l'autre. Elle agit avant même d'avoir pris la décision d'agir. Plus tard, en tentant de reconstituer ce moment, elle s'apercevra qu'elle n'en retrouvait pas la trame, car il n'y avait eu aucune réflexion préalable. Elle s'était simplement mise en mouvement, alors que son esprit essayait encore de rattraper la réalité, traversant au pas de course les 20 pas qui la séparaient de la charrette, plongeant la main dans la caisse pour en sortir le fouet de bouvier que le vieux Taggart gardait enroulé derrière le siège. Elle n'avait jamais manié un tel fouet. Elle en connaissait la technique de base de la même manière qu'elle connaissait celle de tant d'autres gestes jamais exécutés. À force d'observer, d'être attentive, par cette habitude d'emmagasiner le savoir avant d'en avoir besoin, car attendre d'en avoir besoin revenait toujours trop tard. Elle avait vu Taggart s'en servir à 2 reprises lorsqu'il s'agissait de redresser une portion de bétail. Le mouvement résidait dans le bras et le poignet. Point n'était besoin de forcer. Il fallait laisser le cuir faire le travail. Elle courut vers le troupeau. La peur était là. Elle n'était pas intrépide. Elle tenait à ce que ce soit consigné, ne fût-ce que pour elle-même. Même en l'absence de tout témoin, elle était sincèrement et totalement terrifiée. Cette terreur chaude et froide du corps qui a évalué les probabilités sans qu'on le lui demande et les a trouvées mauvaises. Le bétail arrivait à bride abattue. Le sol tremblait sous les onglons et la fumée s'épaississait au point de lui piquer les yeux et de lui brûler la gorge. Elle fit claquer le fouet. La première tentative fut un échec. La pointe ne claqua pas, le cuir se contenta de fendre l'air en retombant mollement. Elle rajusta son poignet, son coude, imprimant le mouvement depuis l'épaule, et essaya à nouveau. La détonation fut immense. Pas un bruit de tonnerre ni de coup de feu, mais dans cet espace, dans cet air sec, face à une harde en pleine panique dont le seul guide en cet instant était l'affolement, cela se suffit. Sec, soudain, et absolument sans rapport avec l'odeur et le grondement de l'incendie. Le bétail n'est pas totalement prévisible. Nul ne peut garantir ce qu'il fera. Mais un claquement aussi net et inopiné sur son flanc gauche, répété à plusieurs reprises, constituait un obstacle invisible qu'elle l'obligeait à contourner. Elle le fit claquer encore et encore, longeant leur trajectoire au pas de course, se tenant à la limite de leur course furieuse. Jamais devant, jamais devant. Claquant et claquant encore, son bras brûlant dès le 3e mouvement, sa voix rauque à force de crier des ordres qu'elle n'entendait même plus elle-même. Les bêtes de tête dévièrent vers la droite. Ce ne fut pas une scission nette. Une bousculade chaotique, terrible, le bétail continuant à déferler de part et d'autre d'elle, si près qu'elle sentait la chaleur et le déplacement d'air de leur corps, si près qu'un seul faux pas l'aurait précipité au pire endroit possible. Elle ne trébucha pas. Elle s'interdit de trébucher. Elle fit claquer son fouet, tint bon, et sentit le troupeau obtempérer, à contre-cœur, imparfaitement. Assez, assez. Le gros de la panique dévia vers l'est. Les bêtes s'écoulèrent dans un fleuve de sabots et d'affolement, tandis qu'elles se tenaient à l'orée. Et Callahan n'était pas sous leur piétinement. Elle l'aperçut à la limite de la zone dégagée, debout, une main pressée contre sa tempe, du sang sombre coulant sur son front. Il tenait sur ses jambes. Il la regardait. Elle baissa le fouet. Son bras ne lui appartenait plus. L'incendie s'éteignait à l'est, là où l'herbe se faisait plus courte. Des hommes à cheval parcouraient les flancs du troupeau, ramenant la bousculade à un pas ralenti et exténué. La fumée demeurait lourde, ses yeux pleuraient toujours, et elle prit conscience de la brûlure sur le dos de sa main gauche. Cette même main qu'elle s'était brûlée sur le couvercle de la marmite pendant la tempête, de nouveau roussie, cette fois par une étincelle attrapée au vol, sans s'en apercevoir au milieu des dernières minutes. Elle le remarqua à cet instant. Elle se tenait au milieu de la fumée qui retombait, au lendemain du tumulte, et elle respira. L'air brûlait les poumons, tant la fumée flottait encore. Elle pressa sa main meurtrie contre son tablier et resta immobile, car céder à l'envie de bouger maintenant signifiait risquer de s'effondrer, et elle refusait de s'effondrer. Callahan traversa l'herbe aplatie en sa direction. Il marchait avec précaution. Cette démarche mesurée de l'homme qui soupçonne un déséquilibre mais refuse de se l'avouer. Il s'arrêta devant elle et la fixa un long moment, de la même façon qu'il l'avait regardée la première fois près du feu, pour la déchiffrer. « Ta main » dit-il.
C est bon, dit-elle. La réponse automatique. Ce n'est pas bon, dit-il. Il s'avança et lui prit le poignet avec douceur et délibération loin de la manière de Barnaby, puis tourna sa paume vers le haut. La brûlure sur le dos de la main était rouge et formait déjà une cloque. Nous avons de la pommade dans la trousse de premier secours. Je sais où est la trousse de premier secours, dit-elle. C est mon chariot. Un coin de sa bouche bougea, sans tout à fait aller jusqu'au sourire. Quelque chose qui reconnaissait la situation sans tomber dans le sentimentalisme. Bien, dit-il. Il ne lâcha pas son poignet immédiatement. Derrière eux, le camp entamait sa deuxième catastrophe de l'heure des comptes après le chaos. Les hommes se vérifiaient, ainsi que leurs chevaux, comptaient les têtes, tant animales qu'humaines, évaluant les pertes. Le troupeau était à environ 1 mille à l'est et ralentissait. Le feu avait consumé près de 40 acres de prairies sèches, avant de trouver de l'herbe plus courte et de s'éteindre, comme le font les incendies lorsqu'on cesse de les alimenter. La roulotte de cuisine était intacte. Elle l'avait déplacée assez loin. Taggart revint au trot à travers la fumée, inspectant le camp avec l'expression d'un homme faisant le total des dégâts. Il s'arrêta en arrivant près de Callahan. Il regarda Abigail. Il regarda le fouet à bétail toujours enroulé dans sa bonne main. Il regarda Callahan. Elle a divisé le troupeau, dit Callahan. Taggart regarda à nouveau Abigail. Avec ça, dit Callahan. Taggart resta un moment en selle. Il n'était pas homme à exprimer facilement sa surprise. Son visage était buriné par les intempéries en une sorte d'impassibilité permanente qui rendait les émotions difficiles à localiser, mais quelque chose traversa ses traits. Il hocha lentement la tête une seule fois et repartit sans un mot. Elle comprit que C était là l'équivalent, de la part de Taggart, d'une ovation debout. L'équipe revint au compte-gouttes au cours de l'heure suivante, s'enquérant des chevaux, du matériel et de chacun. Le camp baignait dans ce silence particulier des gens qui assimilent quelque chose sans avoir encore trouvé les mots. Les hommes circulaient sur le site, remettaient de l'ordre, parlaient à voix basse du décompte des bêtes, des égarés et de ce qu'il restait à faire avant la tombée de la nuit. Plusieurs la regardèrent différemment. Elle le sentit avant de le voir. Cette qualité d'attention propre aux hommes qui ont vu ce qu'ils n'attendaient pas et réévaluent la situation à la lumière de faits nouveaux. Silas vint vers elle le premier. Direct comme le sont toujours les jeunes qui n'ont pas encore appris la subtilité. Et il dit « Je vous ai vu là-bas, ce que vous avez fait ». Elle soignait sa brûlure avec la pommade de la trousse de secours, ce qui était malaisé à une seule main et devenait salissant. « Passe-moi ce bandage, dit-elle. » Il le lui tendit. Il la regarda envelopper sa main. « Je n'aurais pas pu faire ça, dit-il. Je n'y aurais pas pensé. Personne n'y aurait pensé. Quelqu'un devait bien le faire, dit-elle. Ce n'est pas, il s'arrêta, essaya à nouveau. Ce n'est pas la même chose que de le faire vraiment, mademoiselle Abigail. Elle noua le bandage avec ses dents. Je sais, dit-elle. Mais c'était ça ou le voir piétiner par le troupeau, et je n'allais pas laisser faire ça. Il resta silencieux un instant. Puis-je aider pour le souper, dit-il. Elle le regarda. Tu sais cuisiner quelque chose. Non, admit-il honnêtement. Alors tu vas éplucher les oignons, dit-elle. Et garde la bouche fermée à ce sujet, je n'ai pas besoin de tout le camp aligné pour m'offrir de l'aide. Il éplucha les oignons sans se plaindre, ce qui lui fit pleurer les yeux pendant 20 minutes, ce qu'il feignit d'ignorer. Elle le laissa faire. Callahan revint au camp en fin d'après-midi, après avoir supervisé le décompte du bétail. Le bilan final était bien meilleur qu'on pouvait l'espérer. 7 têtes avaient été perdues dans la panique. Un cheval était suffisamment blessé pour devoir être abattu, et 4 hommes souffraient de blessures légères. Personne n'avait péri. Lors d'une telle bousculade avec un feu de prairie pour l'alimenter, ce n'était pas de la chance. C était le fruit d'un travail acharné et désespéré de la part de tous, et elle le savait. Callahan le savait aussi. Elle pouvait voir le soulagement se dessiner sur son visage en rejoignant le feu. Ce relâchement particulier de l'homme qui a tenu le dénouement entre ses mains pendant des heures et peut enfin le poser. Il s'assit en face d'elle pour la première fois. Dès ordinaire, il restait debout. Il s'installa à même le sol près du feu avec la précaution délibérée de quelqu'un dont le corps envoie des signaux, tint sa tasse de café des 2 mains, fixa les flammes et se tut un moment. Elle le laissa faire. Finalement, il dit « Où as-tu appris à te servir d'un fouet à bétail ?»« Je n'avais jamais appris, dit-elle. » Il la fixa. « Quoi ? Je ne m'en étais jamais servi avant aujourd'hui, dit-elle. » Il la dévisagea. C était, avait-elle compris au fil des semaines, l'équivalent chez Callahan d'une mine ébahie. Il ne montrait presque jamais sa surprise au grand jour. C était chose faite. Tu as séparé un troupeau de 2000 têtes avec un outil que tu n'avais jamais manié. J'avais regardé Taggart l'utiliser, dit-elle. J'en avais compris la mécanique. Ce n'est pas, il s'arrêta.
posa son café et le reprit. Il y a un gouffre entre comprendre comment fonctionne une chose et l'exécuter face à un troupeau en fuite. Oui, dit-elle. C'est le cas. Il l'observa longuement. Tu as eu peur. Elle songea à mentir. Non pour le tromper, mais par simple réflexe, celui qu'elle avait forgé au fil des mois a essayé de paraître plus solide qu'elle n'était, a refusé de donner à quiconque une raison de la voir comme fragile. Elle ne mentit pas tout à fait, elle dit. Quelque chose changea dans son regard, et tu l'as fait quand même. Tu allais y rester, dit-elle simplement. Il garda le silence pendant un moment qui parut différent des autres silences. Le feu crépita. Quelque part dans la nuit, le bétail s'était enfin apaisé, et le son qu'il émettait était bas et presque paisible. Rien à voir avec le tumulte d'il y a 3 heures. Je dois te demander quelque chose, dit-il. Je t'écoute, dit-elle. Il regardait le feu, pas elle. Ma sœur dit que les enfants ont besoin, il s'arrêta. Reprit autrement. Marthe se réveille encore la nuit. Zébédée garde tout en lui. Ils ont besoin de quelqu'un qui va rester, pas de quelqu'un de passage. Il marqua une pause. J'ai pensé au Colorado, à ce qu'est ce ranch et à ce qu'il pourrait être, et ce qu'il est maintenant ne l'est pas. Ce n'est pas ce que ces enfants méritent. Elle attendit. Il détourna les yeux du feu. Je ne m'exprime pas bien, dit-elle. Je sais ce que tu dis, dit-elle. Et c'était vrai. Elle en comprenait les contours, même si les mots cherchaient encore leur chemin. Je ne sais pas grand-chose de ton passé. Il paraît que tu en sais plus que tu ne le penses. Dis-moi ce que je ne sais pas alors. Ce n'était pas une exigence. C'était la question d'un homme qui s'interrogeait sincèrement. Elle songea à ce qui était vrai et qu'elle n'avait pas encore dit. Il y avait de quoi faire. Elle n'était pas facile à cerner. Samuel le lui avait déjà dit, avec affection et non comme un reproche. Elle rangeait ses affaires soigneusement pliées. Elle se montrait patiente à l'extrême lorsque la patience servait ses desseins, et elle possédait un tempérament qu'elle avait appris à maîtriser, sauf face à la cruauté gratuite envers les plus faibles, la seule chose capable d'anéantir tout son calme. J'ai aimé mon mari, dit-elle, et j'ai fini de le pleurer. Je ne fais pas que cesser de lui manquer. C'est est autre chose. Et je crois que cela dure plus longtemps. Mais je ne suis pas, choisissant ces mots avec soin, je ne suis pas quelqu'un qui attend de retrouver ce qu'elle a perdu. Ce que j'ai eu est derrière moi. Tout ce qui vient ensuite sera différent. Il hocha lentement la tête. Je ne vais pas faire semblant de comprendre ce qu'est d'être mère, dit-elle. Je n'ai pas d'enfant. Je n'en ai jamais eu. J'ai 20 ans et j'ai passé ces 8 derniers mois à apprendre à ne pas mourir de faim. Et aujourd'hui, j'ai fendu une bousculade de bétail avec un fouet. Elle s'arrêta. L'honnêteté de la situation faillit la faire rire, ce qui n'était guère convenable. Ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas de quoi je suis capable, je le découvre encore. Tu le découvres vite, dit-il. On me donne de la matière première avec laquelle travailler, dit-elle. Il l'observa de son regard scrutateur. Mes enfants sont difficiles, dit-il. Surtout Marthe. Elle ne fait pas confiance facilement. Moi non plus, dit-elle, je sais, dit-elle. Et il y avait dans sa façon de le prononcer quelque chose de singulier. Pas un simple constat, mais l'aveu qu'il était pareil. Cela résonna différemment. Le feu baissa. Le camp était silencieux. Au loin, un coyote poussa un long cri solitaire, aussitôt qu'un autre répondit. Elle ignorait où il voulait en venir. Elle croyait en avoir une idée. Elle n'était pas prête à ce qu'elle soit confirmée ou niée ce soir-là. Il y avait encore trop de fumée dans ses poumons, trop d'adrénaline dans ses veines. Sa main la lancinait et elle avait un besoin viscéral de sommeil qu'elle sentait peser derrière ses paupières. « Je dois préparer le petit déjeuner à 4 heures, dit-elle. Il se leva. « Je sais, dit-elle. Va te reposer. » Il s'éloigna vers l'autre bout du camp où il dormait. Elle le regarda s'en aller sans vraiment le vouloir, puis replongea les yeux dans le brasier. Sa main pulsait sous le bandage. Elle ressentirait l'effort de l'après-midi dans le moindre de ses muscles le lendemain. Elle savait qu'elle se réveillerait rabrouée et courbaturée pour se lever tout de même à 4 heures, faire le café, les biscuits, et faire comme si de rien n'était. Mais quelque chose était produit. Elle resta assise un moment avec cette pensée, s'autorisant à la digérer, ce qui était plus ardu qu'il n'y paraissait, car elle avait passé 8 mois à fuir l'immobilité. Elle fuyait toujours, car c'était le seul moyen qu'elle connaissait pour empêcher le deuil et la peur de prendre trop de place. Elle avait fait claquer un fouet de bouvier devant une estampette aujourd'hui. Elle avait eu une peur bleue, elle l'avait fait quand même, et contre toute attente, elle avait sauvé une vie. Elle avait aussi dit à un homme qui parlait à peine de lui que ses enfants étaient difficiles, et qu'elle l'était tout autant, et il l'avait regardé comme si c'était exactement ce qu'il avait besoin de entendre. Elle ignorait ce que tout cela signifiait avec certitude.
Femme pragmatique, elle avait appris à ne pas bâtir sur des fondations instables, mais la terre lui semblait ce soir plus ferme qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Elle réduisit le feu à l'état de braise et alla se coucher. Et cette fois, elle fit un bref et étrange rêve d'herbe haute et de ciel ouvert, avec à l'horizon une silhouette indistincte qui ne lui inspirait aucune crainte. Elle se réveilla à 3h50 et mit le café en route. Le matin était froid et bleuté, le bétail paisible dans la plaine et la fumée de la veille avait disparu, chassée vers le nord par un vent pur descendu des montagnes. Micah Callahan vint au feu à son heure habituelle, elle lui tendit sa tasse et aucun d'eux ne prononça un mot sur la veille. Était inutile. Tout résidait déjà entre eux, logés dans cet espace où vont les choses comprises qui n'ont plus besoin d'être redites. Elle se servit une tasse, elle se tint à ses côtés. Le ciel passa du noir au gris pour s'orner du premier filet d'or à l'horizon. Dans 4 jours, ils atteindraient le Nebraska. Elle ignorait encore ce qui adviendrait ensuite. Elle buvait son café et laissait venir le jour. 4 jours devinrent 3, puis 2, puis 1, et le dernier soir avant le Nebraska, le convoi dressa son camp sur une parcelle plate au-dessus d'un ruisseau peu profond. L'humeur de toute la troupe bascula comme il est coutume à l'approche du terme d'une longue épreuve, mélange de soulagement, de décompression et de cette agitation particulière des gens qui marchent vers un but depuis si longtemps que l'arrivée prend des airs de perte. Les hommes se montrèrent plus bruyants que de coutume autour du feu ce soir-là, sans excès. L'alcool était banni du convoi selon la règle absolue de Callahan, mais l'MS était détendu à l'approche du terme. Ils racontaient des histoires déjà dites 100 fois, riantes aux mêmes endroits. Garrett sortit un jeu de cartes. Tobias joua de l'harmonica avec plus d'enthousiasme que de talent, et personne ne s'en plaignit, car c'était la dernière nuit et se plaindre portait malheur. Abigail cuisina du mieux qu'elle put avec ce qu'il restait dans le chariot. Les provisions étaient décidément minces à présent. Les réserves avaient fondu plus vite que prévu à cause de l'incendie et de la tempête, et elle étirait les portions depuis 10 jours avec la créativité minutieuse de quelqu'un qui prend un problème à cœur. Ce soir-là, elle utilisa les derniers haricots secs, le dernier lard salé, de la sauge sauvage cueillie au passage du ruisseau 2 jours plus tôt et un truc de sa mère mêlant graisse fondue et patience, transformant de simples ingrédients en quelque chose qui sentait bon la cuisine de maison plutôt que le fond d'un chariot à la frontière du Nebraska. Les hommes mangèrent dans ce silence d'appréciation des estomacs comblés, incapables de formuler leur gratitude. Était fort bien ainsi. Elle n'avait pas besoin de grands discours. Elle le lisait dans les assiettes raclées, les demandes de rabais et le fait que la marmite fut totalement vidée pour la première fois de la semaine. Callahan s'assit avec l'équipe ce soir-là au lieu de rester à l'écart, habitude assez rare pour qu'elle le remarque. Ce n'était pas un homme qui se tenait à distance par morgue, elle l'avait compris depuis des semaines, mais par réflexe de commandement, cette conviction que la distance préserve le respect. Ce soir-là, il laissa tomber cette armure. Il s'assit avec Garrett, Tobias et quelques autres, mangea son souper, écouta les histoires et, à 1 ou 2 reprises, elle crut entendre de son côté l'écho d'un rire. Elle s'en réjouit. Elle nota ce fait et le rangea mentalement sur une étagère clairement étiquetée comme devant faire l'objet de la plus grande prudence. Elle nettoyait les derniers ustensiles de cuisine quand Barnaby Fletcher se matinalisa à la limite de son espace de travail. Elle devina sa présence avant même de se retourner. Elle avait développé par nécessité, par cette hypervigilance propre à côtoyer un individu imprévisible, le sens de sa venue, le grincement de ses bottes, la sensation d'un air soudain plus frais autour de lui. Elle se tourna, le visage impassible. Il tenait son assiette vide négligemment le long du corps. Il ne bloquait pas son chemin et n'envahissait pas son espace. Il se tenait à une distance techniquement raisonnable, ce qui était pire que s'il ne l'avait pas fait. Les hommes qui restent dans les limites de la bienséance sont plus difficiles à morigéner. « Bon souper », dit-il. Elle le dévisagea. « Je dis qu'il était bon », dit-il. Il n'y avait aucune chaleur dans sa voix. Était le ton d'un homme sommé de dire quelque chose, et en acquittant avec le strict minimum. « Merci », dit-elle d'un ton plat et égal, le même que celui employé pour commenter la météo. Il resta encore un moment. Sa mâchoire travaillait sur un mot ou une pensée. Elle patienta avec la certitude qu'avec un homme comme Barnaby, le pire était de lui laisser voir qu'on s'impatientait. « Tu te débrouilles bien sur une piste », dit-il enfin. Cela lui arrachait quelque chose de l'avouer. Elle en vit le prix sur ses traits, non pas du remords à proprement parler, mais cette aigreur propre à celui qui doit réviser son jugement et le regrette. Elle ne se radoucit pas. Elle ne le rassura point. Elle ne lui offrit rien pour faciliter ce moment.
car elle avait passé 8 jours à protéger son poignet brûlé et sa dignité avec bien peu d'aide, et n'avait nullement à rendre son quasi-excuse confortable. « Bonne nuit, Barnaby, dit-elle, avant de se rempanner à sa tâche. » Il s'en alla. Elle entendit ses bottes battre en retraite vers le feu. Elle resta immobile un instant, les mains posées sur le rebord de la roulotte, et expira l'air qu'elle retenait au fond de sa poitrine depuis environ la 2e semaine du voyage. Pas de pardon, non, mais une page se tournait, et elle s'en félicitait. Plus tard, alors que le feu baissait et que la plupart des hommes dormaient déjà, Callahan vint vers le chariot. Elle faisait l'inventaire du lendemain, cette habitude prise dès le premier jour, le calcul mental de ce qui restait, de ce dont elle aurait besoin et de ce qu'il lui faudrait improviser. Elle le entendit s'arrêter derrière elle et dit sans se retourner, « La levure chimique est totalement épuisée. Il faudra en trouver au Nebraska avant de filer vers le nord. » « Je sais, dit-il. J'ai dressé la liste des réapprovisionnements. Je voulais te demander de l'enrichir. C'est déjà fait, dit-elle. » Elle se retourna et lui tendit le papier plié qu'elle gardait dans sa poche de tablier depuis 2 jours. Il le prit, le parcourut, les sourcils froncés. C'est était ce qui se rapprochait le plus chez lui d'un air impressionné. C'est complet. C'est mon rôle de savoir ce dont nous avons besoin, dit-elle. Il replia le papier et le glissa dans sa poche de manteau. Il ne partit pas. Elle attendit. « Tu as parlé à Barnaby ce soir, dit-il. »« Il m'a parlé, dit-elle. »« Qu'est-ce qu'il a dit ?»« Que le souper était bon, dit-elle, et que j'étais, je cite, correct sur une piste. Un temps. C'est ce qui se rapproche le plus d'une excuse chez Barnaby. »« Je me doutais bien, dit-elle. Je n'ai rien demandé. »« Non, dit Callahan, tu n'as rien demandé. » Il la regardait avec ce regard de lecture, celui qu'elle avait cessé d'essayer d'interpréter pour la accepter comme on accepte la pluie. « Tu ne demandes jamais rien. »« Je demande des choses, dit-elle un peu sur la défensive. »« J'ai réclamé de la levure. C'est pour l'équipe, dit-elle. » Elle ouvrit la bouche, la referma. Il l'avait prise au piège et ils le savaient tous les deux. Elle ne demandait rien pour elle-même. C'est était exact. Une habitude si ancrée qu'elle n'y prêtait plus attention. La réduction minutieuse de ses propres besoins pour que personne ne puisse les retourner contre elle. Pour que nul ne l'accuse d'être un fardeau ou un problème ou plus d'ennui que cela n'en valait la peine. « Il y a quelque chose que je veux te dire, dit-il. J'y essaye de trouver la bonne façon de le dire depuis une semaine, et je crois qu'il n'y en a pas. Alors je vais le dire à un point C et tout. » Elle attendit. « Je veux que tu viennes au Colorado, dit-il. Pas comme cuisinière. Pas comme il s'arrêta, reprit Contenance. Je te demande de venir au Colorado comme mon épouse, si c'est une idée que tu envisages. » Le feu crépita derrière elle. Un des chevaux bougea dans les ténèbres. Tout le reste se figea dans ce silence total où l'oreille tente soudain de percevoir autre chose que ce qui vient d'être prononcé. Elle le regarda. Il soutenait son regard. Il ne jouait aucun rôle. Pas de genoux à terre, pas de discours préparé, pas de tentative d'en faire trop. Il se tenait devant elle planté sur ses jambes avec tout son poids bien réparti, prêt à affronter la suite. « Tu ne me connais pas assez pour cela, dit-elle. » Porte. La première réplique venue. « Je te connais mieux que la plupart des gens après 1 an, dit-il. Je t'ai vu travailler 6 semaines dans des conditions qui briseraient des hommes 2 fois plus forts que toi. Et tu n'as pas bronché une seule fois et tu n'as pas baissé les bras. Et la seule fois où l'on t'a agressé, tu as fait preuve d'une dignité dont je n'aurais pas été capable. Et puis tu m'as sauvé la vie avec un outil dont tu ne t'étais jamais servi. Et tu m'as assuré que ta main allait bien alors que c'était faux. » Il marqua une pause. « Qu'est-ce qui manque exactement ?»« J'ai 20 ans, dit-elle. Je sais ton âge. Tu as quoi ? 38 ans. 37. » Il reprit. « C'est et je sais ce qu'il en est. Je ne te demande pas de faire semblant. Je te demande si cela compte assez pour être le choix décisif. » Elle baissa les yeux sur ses mains. Le bandage de la main gauche était neuf. Elle avait refait le pansement l'après-midi et la brûlure guérissait proprement, ce dont elle se félicitait. Elle pensa à Samuel, ce qu'elle n'avait pas fait consciemment depuis plusieurs jours, ce qui lui sembla un signe marquant. Elle pensa à la robe bleue. Elle pensa à 11,40 $, à une maison louée, à l'épouse du révérend avec ses gratins, et à un gamin du village embauché pour une tâche qu'elle aurait accomplie avec plus d'efficacité. Elle pensa à Marthe qui dormait mal, et à Zébédée qui ravalait tout en lui. « Parle-moi d'eux, dit-elle. Tes enfants. Dis-moi quelque chose de vrai sur eux, pas un résumé. » Il s'assit sur la caisse de provisions près de la roulotte, prenant le temps, ce qui signifiait qu'il avait décidé d'accorder à cette discussion tout le temps requis. Zébédée est pragmatique comme moi, trop pour ses 9 ans. Il a commencé à tenir un grand livre à 7 ans, notant les dépenses en foin du ranch. Sa mère aurait trouvé cela drôle. Un temps. Il ne parle pas d'elle. Il fait comme si tout allait bien.
Et puis parfois, tu vois son visage quand il ne se sait pas observer et ce n'est pas bien. Il s'arrêta. Je ne sais quoi faire de ça. Je n'ai pas de solution. Tu n'es pas censé en avoir une, dit-elle doucement. Il a besoin de quelqu'un qui remarque ce visage quand il ne se sait pas regarder, sans rien dire et juste en étant là. Callahan gardait le silence. Et Marthe, dit-elle. Marthe a 7 ans et un avis sur tout. Qu'elle énonce dans l'ordre, dit-il. Et sa voix changea imperceptiblement en prononçant le prénom de sa fille. Pas plus douce vraiment, mais cette pulsion de protection propre aux parents affleura brièvement. Elle est drôle. Elle ignore qu'elle l'est, ce qui la rend plus drôle encore. Elle a des cauchemars et refuse de venir me voir pour ne pas m'ennuyer. Il s'arrêta. Elle a dit à ma sœur qu'elle ne voulait pas me réveiller car j'avais déjà bien assez de soucis. Abigail ferma les yeux une demi-seconde. 7 ans et déjà en charge de la santé mentale de son père. Déjà en train de décréter que sa propre peur comptait moins que d'alourdir son fardeau. Elle me ressemble, dit Abigail. Je sais, dit-il. C'est en partie pour cela que je demande. Elle rouvrit les yeux. Il la couvait de ce regard franc, sans artifice, celui qui caractérisait le visage de Micah Callahan lorsqu'il ne jouait pas un rôle, lorsqu'il était simplement lui-même, sans posture de compétence ou d'autorité. Je ne serai pas facile à vivre, dit-elle. Je préfère le dire nettement. J'ai mauvais caractère face à l'injustice. Je ne demande pas d'aide quand il le faudrait. Je me fais rapidement un avis, et j'ai généralement raison. Et je n'en tire aucune fausse modestie. Entendu, dit-il. Je suis sérieux. Je disais ça sans fausse modestie. Je t'ai bien entendu, dit-il. J'ai déjà été marié. Je sais à quoi ressemble un caractère difficile, et je sais ce que vaut quelque indhonnête d'entrée de jeu. Il la fixa. Je ne suis pas facile à vivre non plus. Je me renferme quand je devrais parler. Je pars du principe que j'ai raison, parfois à tort, et j'ai du mal à l'admettre. Je travaille trop. Le ranch passe toujours avant tout, et je sais que c'est un vrai problème à poser à quelqu'un. Au moins tu le sais, dit-elle. Ça ne règle rien, dit-elle. Non, concéda-t-elle, mais c'est mieux que l'ignorance. Ils restèrent ainsi, dressant l'inventaire honnête de 2 êtres imparfaits, se faisant face sur une caisse de provisions au milieu de la nuit, sur la frontière du Nebraska. Décor fort peu romanesque au regard des histoires entendues, mais qui paraissait pour cela même plus authentique que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Je dois y réfléchir, dit-elle. Prends tout le temps nécessaire, dit-il. Je pourrais dire non, dit-elle. Je sais, dit-il. Et il le dit sans chercher à forcer la décision. C'est pourquoi je demande au lieu d'affirmer. Il se leva, ramassa son chapeau et le coiffa. Il souhaita une bonne nuit et regagna le camp de cette démarche posée d'un homme qui avait dit ce qu'il avait à dire et se sentait en paix avec cela, advienne que pourra. Elle demeura longtemps près du chariot après son départ. Elle ne prendrait pas sa décision ce soir. Elle avait appris à ses dépens, par le dur apprentissage de la perte, que les choix arrêtés dans la foulée d'un événement marquant manquent de fiabilité. Il fallait laisser les sédiments retomber. Il fallait voir ce qui subsistait une fois l'adrénaline, la proximité et la charge de l'instant évaporé. Ce qu'elle savait déjà en se tenant dans cette pénombre était ceci. Elle n'était plus la même personne qui était montée sur cette roulotte 6 semaines plus tôt avec $11 en poche et un cœur si emmailloté de nécessités pratiques qu'elle avait presque oublié sa présence. Quelque chose s'était détendu. Elle ignorait si c'était heureux ou périlleux et soupçonnait un mélange des deux. Elle alla se coucher. Le Nebraska pointa le lendemain après-midi sous la forme d'une ligne d'horizon basse et de l'odeur de la civilisation. La fumée de bois s'échappant des âtres plutôt que des feux de prairie, le son lointain de roues sur une véritable route, le fumet caractéristique d'une ville de bétail née pour accueillir ce que 30 personnes et elle-même avaient poussé pendant 6 semaines à travers 3 États. La vente du troupeau prit 2 jours. Elle n'eut aucune part dans ces transactions. C'étaient Callahan et Taggart, les acheteurs et la paperasse dont elle ne faisait pas partie. Les 2 jours parurent étranges et suspendus, sans le rythme coutumier de la longue transhumance, la laissant sans cette structure qui avait dicté sa vie pendant 6 semaines. Elle réapprovisionna le chariot. Elle trouva de la levure chimique, un nouveau sac de farine et du lard salé bien plus frais que tout ce qu'elle avait mangé depuis 1 mois. Elle parcourut l'épicerie, la liste à la main, cochant les articles avec cette efficacité concentrée propre à ceux qui exécutent une tâche. Et elle ne pensa ni au Colorado, ni à Martha qui faisait des cauchemars, ni au jeune Jebedia et à son registre de 9 ans. Elle n'y pensa vraiment que le 2e soir. Elle était assise devant la pension de famille, où Taggart avait loué des chambres pour les hommes. De vraies chambres, de vrais lits, les premières véritables parois qu'elle voyait de l'intérieur depuis 6 semaines. Elle observait la rue et réfléchissait aux directions qui s'offraient à elle.
Elle pouvait retourner au Missouri. Il n'y avait rien pour elle là-bas, mais le néant N n'était pas tout à fait le vide. C était au moins la familiarité. Elle pouvait trouver un autre emploi, un autre poste de cuisinière quelque part, nourrir d'autres étrangers jusqu'à ce qu'elle ait économisé assez pour faire quelque chose qu'elle ne savait pas encore nommer. Elle pouvait continuer à avancer de la même manière, pragmatique et résolue, sans jamais s'arrêter pour se demander si l'avant était vraiment là où elle voulait aller. Ou alors, elle pouvait aller vers le nord. Non pas que Mika Callahan fût la solution miracle à ses problèmes. Elle avait les yeux bien en face des trous pour savoir que se marier pour régler ses soucis, c'était s'assurer des complications nouvelles et plus ardues. Mais parce que, et elle se devait d'être honnête avec elle-même, elle avait toujours essayé de l'être, même quand cela dérangeait. Elle venait de passer 6 semaines à observer un homme qui était exactement ce qu'il paraît. Une rareté telle que celui s'en semblait suspect au début, avant de devenir une évidence inébranlable. Il n'avait pas prétendu être plus patient qu'il ne l'était. Il n'avait pas joué les preux chevaliers pour l'impressionner. Il ne l'avait pas couverte de superlatifs lorsqu'elle accomplissait une tâche ardue. Il lui posait des questions pratiques, écoutait ses réponses sensées et la traitait en égal dont le jugement comptait. Il s'était interposé entre elle et Barnaby Fletcher à 2 reprises, sans en faire un drame, sans chercher à briller, avant de passer à autre chose. Il lui avait confié que ses enfants étaient difficiles, qu'il ne savait pas quoi faire du visage fermé de Jebediah, et que Martha portait des fardeaux trop lourds pour une gamine de 7 ans. Il avait demandé au lieu de supposer. Il avait demandé. Le dernier rassemblement des hommes eut lieu la veille de leur dispersion. Certains reprenaient la route du Missouri pour retrouver leur existence ordinaire. Des autres filaient vers un nouveau chantier. C'était la fin inévitable de toute transhumance. Ce moment où le but commun qui avait transformé 30 inconnus en une équipe soudée disparaissait, rendant à chacun son statut d'étranger. Callahan se tenait près du feu dans la cour derrière la pension, et les hommes s'étaient regroupés à leur manière coutumière, sans formalisme, retenant les derniers instants de quelque chose qu'ils ne mesuraient probablement pas encore. Puis Barnaby Fletcher éclata de rire. Ce n'était pas le rire de quelqu'un qui venait d'entendre une bonne blague, mais le ricanement calculé d'un homme cherchant à attirer l'attention à bon compte. C'était survenu juste après que Callahan eut murmuré un mot à son voisin, un échange inaudible pour elle, avant de jeter un regard vers Abigail qui se tenait à l'écart. Barnaby, qui guettait l'occasion, ouvrit la bouche. La cuisinière, lança-t-il d'une voix forte, le ton gouailleur. Il regarde la cuisinière. Il marqua une pause, laissant la phrase flotter. Franchement, qu'est-ce qu'un homme comme Callahan irait faire avec une petite cuisinière de nulle part? C'est. Il secoua la tête comme si l'idée même était une farce. La cour tomba dans le silence. Non pas le silence poli de gens en désaccord, mais ce silence particulier de témoins assistant à une scène dont ils ignoraient encore les l'issue. Une vague de chaleur monta dans le cou d'Abigail. Pas de la honte, non, de la colère. Cette colère saine et tranchante de celle qui se sent jugée et dépréciée par un individu dépourvu de toute autorité morale. Elle ne dit mot, elle resta immobile, le visage fermé, attendant, car elle avait appris au fil des semaines qu'il n'était pas nécessaire de remplir tous les silences. Callahan tourna la tête vers Barnaby avec une lenteur délibérée, choisissant son moment. « Tu as quelque chose à ajouter ?» demanda-t-il sans hausser le ton. C'était ce calme même qui donnait du poids à ses paroles. Barnaby haussa les épaules, jouant son rôle de bravade. « Je dis tout haut ce que tout le monde pense, sans offense pour la demoiselle. Je vais t'arrêter tout de suite, coupa Callahan. » Il ne fit pas un pas en avant. Il ne éleva pas la voix. Il resta planté là, la lueur des flammes éclairant son visage, promenant lentement son regard sur les hommes autour de lui. Puis il prit la parole. Il parla de la levure chimique, de la tempête du 14e jour, de ce feu de prairie qui n'aurait jamais dû s'allumer, et de ce café brûlant qui arrivait à point nommé pour réchauffer 31 hommes exténués sortant des ténèbres. Il parla des vestes recousues et des portions supplémentaires mises de côté pour 2 gamins trop loin de chez eux pour penser à manger. Il évoqua le chariot réorganisé et la liste de provisions qui prévoyait tout avant même qu'on y songe. De la sauge sauvage au bord du ruisseau, et de cette façon qu'elle avait eu de faire tenir 12 jours de ration sur 17 sans que personne ne s'en aperçoive sur le moment. Il parla de l'incendie, le feu d'herbe. Elle a déplacé le chariot sans qu'on le lui demande, dit-il. Elle a protégé les munitions alors que je n'y pensais même pas. Et puis elle a empoigné un fouet qu'elle n'avait jamais touché de sa vie.
Elle s'est plantée devant 2000 têtes de bétail affolées parce que j'étais à terre, qu'il n'y avait pas d'autre issue, et qu'elle refusait que l'un de vous rentre annoncer à mes enfants que leur père était mort. Il laissa ces mots résonner. Elle avait peur, reprit-il. Je lui ai demandé et elle m'a dit la vérité. Elle était terrifiée, mais elle l'a fait quand même, parce que c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait depuis le premier matin. Il marqua une pause. J'ai fait 6 transhumances, j'ai travaillé avec les meilleurs gars du Missouri, et la personne la plus remarquable de ce convoi, la plus fiable, la plus avisée, celle qui a maintenu le camp soudé quand tout partait en vrille, c'est Abigail Vance, qui était payée $12 par mois et n'a pas demandé un centime de plus. Il fixa Barnaby. C'est d'elle que tu te moques. Le visage de Barnaby se décomposa en plusieurs expressions, aucune haine étant confortable. Maintenant, reprit Callahan en s'adressant au groupe, j'ai demandé à cette femme de venir au Colorado et de me faire l'honneur d'être ma femme. Elle n'a pas encore répondu et c'est son droit le plus strict. Mais je tenais à ce que chacun ici sache que si elle dit oui, elle sera mon égale et la maîtresse de ce ranch. Et si l'un d'entre vous a à y redire, il ferait mieux de garder son avis pour lui. Il regarda à nouveau Barnaby. Toi y compris. Barnaby ne répondit rien. Le silence avait changé de texture. C était désormais la densité d'hommes qui venaient d'entendre une vérité et réajustaient leur vision de ces 6 dernières semaines. Garrett retira son chapeau. C était un geste simple. Personne ne lui avait ordonné de le faire. Il l'ôta simplement comme on salue un moment dont les mots manquent. Quelques autres hommes firent de même, l'un après l'autre, sans un mot. Silas la regardait avec son visage candide, totalement ouvert, sans artifice. Il avait l'air de quelqu'un assistant à un événement mémorable. Abigail, restée à la lueur du feu, ressentit un trouble indicible qu'elle ne chercha point à nommer. Elle n'était pas femme à pleurer en public, l'ayant prouvé lors de la blessure à son poignet, pendant la tempête et en bien d'autres occasions où d'autres auraient cédé. Pourtant, ses yeux la trahissaient et elle les laissa faire, car il est des murailles qu'il faut bien consentir à abattre. Elle croisa le regard de Micah Callahan par-delà les flammes. Il soutenait ses yeux sans rien exiger dans l'immédiat. Il avait dit sa part. La suite lui appartenait. Elle pensa à une maison au Colorado. Elle pensa à un garçon tenant un registre, et à une fillette terrifiée à l'idée de réveiller son père. Elle mesura ce que signifiait être vue, véritablement vue par quelqu'un qui ne lui demandait pas d'être autre chose que ce qu'elle était. Imparfaite, capable, découvrant encore ses propres limites. Elle songeait qu'elle fuyait quelque chose depuis 8 mois et qu'elle était lasse de fuir. Il était temps d'aller vers. Oui, dit-elle, sans forcer sa voix. Elle prononça ce mot clairement à travers le feu pour le seul destinataire qui comptait, et il l'entendit. La cour s'emplit soudain de vacarme. Pas une liesse sauvage, mais le brouhaha d'hommes sincèrement heureux d'un dénouement heureux, sans trop savoir comment l'exprimer discrètement. Tobias entama un air d'harmonica. Silas poussa un cri proche du rire. Garrett remit son chapeau et fixa le brasier avec la satisfaction de quelqu'un qui voit les choses tourner rond. Barnaby Fletcher s'éloigna avant que le tumulte ne retombe. Elle ne le regarda pas partir. Callahan traversa la cour vers elle et s'arrêta à sa hauteur. De près, elle vit qu'il n'était pas submergé par l'émotion au sens démonstratif. Il était de ces hommes dont le sentiment coule à 2 doigts de la surface pour affleurer par touches précises, mais son regard trahissait son trouble. « Tu es sûr ?» demanda-t-il. « Je ne te mets pas la pression, je m'assure. »« Je ne suis sûr de rien, » répondit-elle avec franchise. « Mais oui. » Il l'observa un instant. Puis, il fit un geste inattendu. Il tendit la main à la manière d'un accord commercial, d'un pacte entre partenaires. Elle la fixa. Elle la prit. Ils échangèrent une poignée de main ferme et grave, et elle perçut dans ce contact une intimité plus forte que bien des étreintes théâtrales. La marque de 2 êtres qui s'engagent sur parole. « Très bien, dit-il. »« Très bien, fit-elle. » Leurs mains ne se lâchèrent pas tout de suite. Au-delà de la pension, la nuit du Nebraska était vaste et constellée d'étoiles. Le bétail somnolait dans les enclos, et quelque part au nord-ouest, dans un territoire qu'elle n'avait jamais foulé, 2 enfants dormaient sous ces mêmes astres, ignorant que le monde allait changer pour eux au petit matin. Elle avait peur. Elle était prête. L'un et l'autre étaient vrais, et elle avait appris en 6 semaines et 600 miles que les vérités les plus profondes l'étaient toujours. La route du Nord ne ressemblait en rien à la longue transhumance. C'est ce qu'elle remarqua en premier. Le convoi avait été bruyant, affairé, empli du chaos de 2000 bêtes et 31 hommes marchant de concert. Ici, c'était le calme absolu. Juste Callahan, Abigail et un unique chariot mené par un cocher du nom de Garner, un vieil homme peu bavard qui convenait à tout le monde. Les plaines cédèrent la place à des paysages vallonnés, puis à des espaces plus rudes et sauvages.
Le ciel semblait s'élargir à mesure qu'il progressait vers le nord, jusqu'à devenir une condition d'existence plutôt qu'une simple voûte céleste. Ils échangèrent durant ce périple d'une manière qu'ils n'avaient pu s'offrir sur la piste. Non pas sans interruption, de longues plages de silence s'étiraient entre eux, un silence apaisant qui n'exigeait aucun remplissage. Mais ils se parlaient. Elle lui raconta le Nebraska, ses parents, le tabouret dans la cuisine de sa mère et l'odeur du pain chaud, synonyme de sécurité. Il lui parla du Colorado, des hivers qui s'abattaient dès octobre pour ne s'enfuir qu'en avril, des exigences de ces contrées septentrionales qu'elle devait assimiler. Il lui parla plus longuement de ses enfants. Il s'y prenait mieux que lors de leur première conversation au Nebraska, se montrant plus précis. Martha avait pris l'habitude de ramasser des cailloux pour les enfouir dans ses poches, jusqu'à ce que sa tante l'oblige à vider son fatras. Jebediah s'était mise en tête de siffloter l'été précédent et répétait sans cesse les 3 mêmes notes. Un rituel qui oscillait entre le réconfort et la torture la plus tenace, avouait Callahan en riant à demi. Elle engrangeait ces détails avec méthode, les classant dans sa mémoire comme des outils utiles en temps voulu. « Tu es nerveuse ?» lui demanda-t-il un jour quelque part dans l'Idaho. « Oui », admit-elle. « À propos de quoi en particulier ?»« Martha », répondit-elle. « Jebediah, je crois le comprendre. »« Martha, j'en suis moins sûr. »« Pourquoi Martha ? » ?»« Parce qu'elle a l'air d'une personne qui a déjà pris ses décisions sur tout, » expliqua-t-elle. « Et je serai l'un des sujets sur lesquels son avis sera déjà tranché avant même que je ne franchisse le seuil. » Callahan garda le silence quelques instants. « C'est probable, » concéda-t-il. « Je sais, » fit-elle. « Je ne te demande pas de réparer les choses. Je réponds juste à ta question. » Il hocha la tête. Il appréciait chez elle cette franchise. Elle l'avait compris dès les premières semaines. Il n'avait pas vocation à tout résoudre, mais il exigeait la vérité pour s'y ancrer correctement. Elle fonctionnait de la même manière. « Elle va te mettre à l'épreuve, » prévint-il. « Tant mieux, » répliqua Abigail. « J'y en fais autant. » Ils se marièrent dans un bourg nommé Harlands Creek, à 3 jours de marche de la frontière du Colorado, par un juge de paix dans un bureau empoussiéré qui sentait le vieux papier et le cuir séché. Garner servit de témoin. Il n'y eut point de fleurs. Elle portait sa robe la plus propre, une étoffe marron gris qu'elle avait rapiécée 2 fois, seuillante et fonctionnelle, sans symbolisme excessif. Callahan avait mis ses habits de tous les jours. Elle remarqua qu'il s'était fait couper les cheveux dans l'Idaho et avait soigné son col, une attention qu'elle sut apprécier sans mot dire. Il prononça les vœux requis d'une voix ferme et elle y répondit sur le même ton assuré. Une fois l'acte scellé, ils sortirent dans la fraîcheur printanière. Garner serra la main de Callahan, salua Abigail d'un signe de tête et regagna son siège sur le chariot. « Eh bien, fit Callahan. « Eh bien, répondit-elle. Ils demeurèrent un instant dans le froid. « Tu vas bien ?» s'enquit-il. « Je vais bien, dit-elle, avant de se corriger, se rappelant qu'elle s'était juré de ne pas mentir sur ce point. Je suis beaucoup de choses à la fois. Je vais bien. » Il posa brièvement sa main sur son épaule. Rien de romantique ni d'affecté, juste la marque de quelqu'un qui disait « Je suis là » dans son idiome le plus simple. Puis ils remontèrent dans le chariot et reprirent la route du nord. Le Colorado surgit à l'image d'une porte s'ouvrant sur une pièce insoupçonnée. Elle croyait connaître les grands espaces, elle qui venait du Nebraska et avait traversé les plaines. Mais le Colorado affichait une démesure différente. Une immensité naturelle, faite de rocs, d'herbes et de distances vertigineuses. Les montagnes apparurent avant qu'elles ne s'y attendent, se dressant au fil de la matinée comme si elles avaient toujours été là, l'éloignement seul les ayant tenues cachées. Le ranch se trouvait au bout d'un chemin réclamant des réparations. Elle le nota mentalement, classant l'information, la route, la clôture nord dont une section penchait, la grange fonctionnelle mais assoiffée de peinture. La maison carrée et robuste se tenait sous la lumière de l'après-midi. La fumée s'échappant de la cheminée trahissant la présence de Hannah, la sœur de Callahan, qui avait alloué un feu pour leur venue. Cette simple volute de fumée toucha Abigail sous les côtes d'une façon inattendue. Quelqu'un avait pris soin d'eux. Quelqu'un savait qu'ils arrivaient et avait accompli un geste d'accueil. Elle garda le visage impassible, par vieille habitude. Hannah sortit sur le seuil avant que l'attelage ne s'immobilise. Un peu plus âgée que son frère, elle partageait ses yeux sombres et cette franchise directe, bien que exprimée différemment. Là où Callahan se taisait, Hannah allait de l'avant. Elle jeta sur Abigail le regard perplexe d'une femme qui veillait sur son frère depuis 3 ans et voulait s'assurer que la solution était à la hauteur. « Tu es plus petite que je ne l'imaginais », lâcha Hannah. « On me le dit souvent », rétorqua Abigail. « Micah m'a raconté que tu avais stoppé une ruée de bétail au fouet. » « Je n'en avais jamais tenu un de ma vie », avoua Abigail.
Anna toisa son frère. Je l'aime bien, décréta-t-elle avant de regagner l'intérieur. C était tout pour les présentations et Abigail s'en accommoda fort bien. Les enfants étaient à l'intérieur. Jebedia se tenait au milieu de la pièce principale, raide et conscient de son propre rôle, cherchant une contenance. Il était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, haut de ses 9 ans, les épaules en arrière, le menton levé, s'efforçant de paraître insensible. Elle reconnut cette posture pour l'avoir adoptée 8 mois durant. « Bonjour, dit-il. »« Bonjour, Jebedia, répondit-elle. Ton père m'a parlé de ton registre. » Une lueur de surprise traversa le visage du garçon, vite submergé par une curiosité avide. « Il t'en a parlé ? Il m'a dit que tu le tenais depuis tes 7 ans, ajouta-t-elle. C est pragmatique. J'aime le pragmatisme. Il ne pit pas mot, mais la tension de ses traits s'amusa. Elle n'insista pas, sachant qu'avec un enfant qui se blinde, il ne faut jamais forcer les coutures. Martha manquant à l'appel, Anna inclina imperceptiblement la tête vers le couloir. Abigail comprit, la chambre, refusant de sortir. C était ce qu'elle avait redouté sur la route. Elle ne chercha point à la contraindre. Elle aida Anna à préparer le souper, découvrant la cuisine, l'agencement des placards, si différent du chariot mais assimilable par l'attention. Elle aida Jebedia à mettre le couvert lorsqu'il parut dans l'embrasure, oscillant entre le désir d'aider et la timidité des protocoles. 4 couverts, formula Abigail sans insister. Il posa les ustensiles, puis hésita. « Pas, c'est bon, » dit Abigail. « Elle viendra quand elle l'aura décidé. » Il la fixa de ses yeux de 9 ans, mesurant l'adulte à une aune secrète. « Elle fait ça, lâcha-t-il. Quand tout change. »« Je sais, » répondit Abigail. « Moi aussi. » Il parut peser ses mots, décida qu'il sonnait juste, et regagna sa place sans autre commentaire. Le repas fut l'œuvre d'Anna. Abigail veilla à ne pas s'immiscer d'emblée dans la cuisine, ce n'était pas le moment d'imposer sa marque. Assise aux côtés de Callahan, de Jebedia et d'Anna, elle écoutait les dynamiques familiales pour mieux les cartographier. Anna menait la conversation, Callahan intervenait pour l'essentiel, tandis que Jebedia, avec un sérieux un brin sec pour son âge, décochait des remarques qui faisaient rire sa tante malgré ses efforts pour garder son quant à soi. Martha finit par pointer dans l'embrasure au milieu du repas. Plus minuscule que ne le suggéraient ses 7 ans, elle portait des chaussettes sans chaussures, signe qu'elle traînait sur son lit, affichant la défensive de celle qui sortait de sa tanière, sans s'y résoudre pleinement. Abigail la regarda sans froideur, sans détourner les yeux, s'abstenant de forcer une fausse affabilité. Martha l'observa en retour, cherchant à percer le mystère de sa présence. Là où Jebedia évaluait l'utilité, Martha cherchait une réponse plus vitale. Allait-elle rester ? Abigail comprit cette question pour se l'être posée toute sa vie. Elle tint le regard de l'enfant. Martha s'avança et s'assit. Anna lui glissa une tranche de pain sans commentaire. La petite mangea. Ce n'était pas une rédemption miraculeuse, ce genre de miracle n'existant que dans les livres. C était simplement une gamine affamée qui rejoignait une table où la nouvelle venue ne cherchait pas à être imposée. C était suffisant pour ce premier soir. Anna repartit 2 jours plus tard. Elle avait sa propre famille à Helena, une existence mise entre parenthèses pour tenir la maison en l'absence de son frère. Elle serra longuement Callahan dans ses bras avant de monter dans le chariot, relâchant toute l'anxiété accumulée. Elle étreignit vivement Abigail en lui glissant à l'oreille. « Il n'est pas commode. »« Je sais, » répondit Abigail. « Vous non plus, j'imagine. »« Non, » convint Anna avec un hochement approbateur avant de s'ébranler. Dès lors, ils se retrouvèrent à 4 dans la maison du Colorado. Les premières semaines furent âpres, non par tragédie, mais par la friction quotidienne de l'apprentissage des lieux et des règles tacites d'un foyer, sous le regard exigeant de 2 enfants réticents. Jebedia se révéla conforme à ses attentes. Pragmatique, il répondait aux sollicitations directes. Le 3e jour, elle lui demanda de lui montrer son registre. Il le sortit avec une réserve feinte, et ils passèrent 1 heure à éplucher les chiffres. Elle l'interrogea sur les variations des coûts d'alimentation et sur le gaspillage. Il avait des idées pertinentes, le fruit de 2 ans de solitude intellectuelle. Quand elle contredisait l'une de ses analyses, elle en donnait les raisons. Il argumentait, elle démontrait la faille, et il capitulait à contre-cœur en concédant un C juste. Elle comprit alors que le garçon s'en sortirait. Elle avait simplement besoin de quelqu'un qui la prenne au sérieux, et elle y parvint sans le moindre effort. Avec Martha, la situation fut plus délicate. Il ne s'agissait pas vraiment d'hostilité. Martha ne claquait pas les portes, ne faisait pas de scène, et ne prononçait pas ces mots acérés que les enfants lancent parfois pour marquer leur territoire. Elle maintenait simplement une distance prudente et vigilante, une attitude paradoxalement plus épuisante que tout le reste,
car elle obligeait Abigail à évoluer en permanence sous le regard de quelqu'un, sans jamais pouvoir repousser cette observation. Elle n'essaya pas de forcer l'affection de la fillette. Elle l'avait compris dès le début. On ne commande pas l'amour d'un enfant. On se contente d'exister d'une manière qui rend cet amour possible un jour ou l'autre. On agit avec constance, que l'enfant regarde ou non, et on ne le punit jamais pour le temps que cela prend. Ce qu'elle fit, concrètement, fut simplement d'être là. Elle préparait le petit déjeuner avant le réveil de Martha. Elle maintenait la maison à une température qui l'obligeait à se lever 2 fois par nuit durant les premières semaines de printemps, où l'air restait glacial, car elle avait remarqué que Martha rejetait ses couvertures en dormant. Une nuit, Abigail s'était levée pour vérifier et l'avait trouvée frigorifiée sans même le savoir. Elle avait remis la couverture en place, était retournée se coucher sans pipermo le lendemain matin. Elle ne dit rien non plus la 2e fois, ni la 3e. Elle se contenta de garder la maison bien chauffée. La nuit où la fièvre frappa, Abigail était dans le Colorado depuis 6 semaines. Elle s'éveilla en sursaut à cause d'un bruit qu'elle n'identifiqua pas tout de suite. Pas un cri, pas un appel, mais un changement dans l'atmosphère. Cette impression singulière que dégage une maison quand quelque chose ne va pas. Elle se redressa. Callahan était déjà réveillé à ses côtés, ce qui signifiait qu'il avait perçu le même signal. Martha, prononça-t-il simplement, en guise de nom. Elle était hors du lit avant qu'il n'ait achevé la phrase. Martha brûlait. Pas seulement chaude, mais littéralement incandescente, de cette fièvre propre aux organismes d'enfants qui luttent avec excès contre la maladie. Sa peau était sèche, tendue, alarmante au toucher. À moitié consciente et désorientée, ses yeux sombres manquaient de netteté lorsqu'elle murmura des paroles incompréhensibles avant de les répéter. « Je sais, dit Abigail, sans même en saisir le sens. Je sais, tout va bien. » Mais rien n'allait bien. Et elle le savait pertinemment. Pourtant, elle ne jouait pas les imperturbables pour rassurer Martha. Elle utilisait le calme parce que la panique ne servait à rien et qu'elle n'en avait de toute façon pas les moyens. Elle l'avait appris dans la tourmente, dans l'incendie et lors d'une dizaine d'autres épreuves qui lui avaient toutes enseigné à trier l'utile de l'inutile. Elle ordonna à Callahan d'aller chercher de l'eau fraîche, surtout pas glacée, et des linges. Elle lui demanda d'alimenter le poêle de la pièce principale, car la chaleur compterait beaucoup une fois la fièvre retombée. Elle lui indiqua précisément où se trouvait la trousse de secours qu'elle avait soigneusement complétée lors du ravitaillement au Nebraska, prévoyant déjà la rudesse du Grand Nord et l'éloignement de tout médecin. Il s'exécuta sans poser de questions ni contester l'ordre des priorités, ce dont elle lui fut reconnaissante, car le plus grand soulagement en temps de crise est de n'avoir pas à s'expliquer. Elle passa la nuit aux côtés de Martha. À un moment donné, vers minuit ou un peu plus tard, Jebediah apparut dans l'encadrement de la porte, affichant son expression de gestionnaire penché sur ses registres, cette façade pragmatique qui dissimulait mal un désarroi plus jeune et plus effrayé. Abigail croisa son regard par-dessus la tête de la malade. « Elle va s'en sortir, affirma-t-elle, je veux que tu ailles dormir. »« Je ne suis pas fatigué, protesta-t-il. »« Je sais, répliqua-t-elle. Va te coucher quand même. » Il resta planté là une seconde de plus avant de lâcher très bas. « Tu es sûr ?» Elle le regarda. 9 ans, chargé de tenir les comptes de son père, retenant toute émotion au fond de lui, s'efforçant de ne poser qu'une question strictement pratique. Elle comprit tout. Elle reconnaissait chez lui ce mécanisme qu'elle pratiquait elle-même. « Oui, répondit-elle. J'en suis sûr. » Il alla se coucher. Abigail resta avec Martha. Callahan demeura lui aussi éveillé. Elle sentait sa présence tendue de l'autre côté du lit, là où il avait tiré sa chaise, habité par ce malaise familier, de celui qui sait qu'il faut laisser faire un autre, tout en trouvant cet abandon difficile. Elle comprenait cela également et le laissa s'installer ainsi. Elle changeait les compresses sur le front de Martha, à mesure qu'elle tiédissait. Elle lui faisait avaler de petites gorgées d'eau chaque fois que la fillette émergeait d'une semi-conscience. Elle lui parlait d'une voix basse et continue, le genre de ton apaisant qu'elle réservait aux chevaux terrifiés. Pas des mots qui exigeaient d'être compris, mais simplement du son, une présence, une promesse silencieuse de ne pas bouger de là. La fièvre tomba vers 4 heures du matin. Elle le devina avant même de vérifier. Le rythme de la respiration de Martha avait changé, et cette chaleur agressive et menaçante sur sa peau s'était dissipée, signalant que le corps avait choisi de revenir de là où il s'était égaré. Un soulagement physique traversa Abigail, semblable à la débâcle d'un ruisseau au dégel. Elle n'était pas la mère de l'enfant, et elle gardait les idées claires à ce sujet. Martha avait eu une mère, qui n'était plus là, et rien ne changerait cela.
Ni le temps, ni la présence d'Abigail, ni une maison chauffée, ni des couvertures replacées en cachette. Le deuil appartenait à Martha et l'accompagnerait longtemps, sans doute toujours d'une manière ou d'une autre. Abigail n'était pas venue pour remplacer ce qui avait disparu, mais pour offrir autre chose, un complément indéfini. Elle n'avait pas encore de mots pour cela, car il s'agissait de quelque chose qui se construisait avec le temps, plutôt que de se proclamer d'emblée. Martha s'éveilla pour de bon à l'aube. Le regard clair, la fièvre évanouie, elle parut épuisée, assoiffée et légèrement embarrassée, comme le sont toujours les malades qui retrouvent leurs esprits et mesurent leur impuissance passée. Elle fixa Abigail, assise fidèlement à son chevet toute la nuit durant. Ses cheveux dénoués étaient échappés en désordre, lui donnant l'allure de quelqu'un qui s'était habillé à la hâte. « Tu es resté » constata-t-elle sans poser de vraies questions. « Bien sûr », répondit Abigail. Martha l'observa longuement de ses yeux perçants. « J'ai les cheveux collants », finit-elle par lâcher. « Tu as eu de la fièvre », dit Abigail. « Je vais t'aider à les laver si tu veux. »« D'accord », fit Martha. Ce n'était ni des excuses, ni un acquiescement formel, mais simplement une fillette de 7 ans demandant, à sa façon, si la femme à ses côtés acceptait de partager un geste simple, ordinaire et intime exigeant un peu de confiance. « D'accord », répéta Abigail. Elle l'aida à faire sa toilette capillaire. Elle n'était pas très habile, n'ayant jamais lavé les cheveux d'un enfant de sa vie. Elle fit couler de l'eau dans les yeux de Martha qui poussa un petit soupir d'agacement. Abigail s'excusa sans excès et recommença. La seconde tentative fut la bonne. Elle défit les nœuds avec ses doigts, exactement comme sa propre mère le faisait jadis, lentement, sans tirer, tandis que Martha se tenait bien sage. Callahan se trouvait dans l'encadrement de la porte. Elle le devinait sans regarder, reconnaissant les bruits familiers de la maison, comme elle apprenait à décoder la vie de ce nouvel endroit plus vite qu'elle ne l'aurait cru. Elle ne leva pas les yeux vers lui, continua à soigner la chevelure de l'enfant, tout en percevant la lumière du matin filtrant à travers la vitre, le crépitement du feu dans la pièce voisine et Jébédia, qui commençait à bouger. Elle ressentait la maison entière comme un tout dont elle faisait désormais partie intégrante. Ce fut le jour où tout bascula. Non pas de manière théâtrale, mais Martha cessa de marquer ses distances dès ce matin-là, les laissant s'effacer d'elle-même. Ce qui poussa à la place fut lent, imparfait et profondément réel. L'été exigea un labeur acharné. Le ranch réclamait chaque parcelle d'énergie. Abigail apprit ce qu'elle ignorait, c'est-à-dire énormément de choses, en commettant d'abord des erreurs pour mieux les rectifier ensuite, selon la seule méthode qu'elle ait jamais suivie. La clôture du côté nord fut enfin réparée en juillet, lorsqu'après en avoir parlé à 3 reprises à Callahan, elle alla s'en charger elle-même le 4e jour avec l'aide de Jébédia. Cela provoqua entre elle et Callahan une explication assez tendue sur ce que signifiait demander de l'aide, obtenir le silence et la signification de ce même silence dans ce foyer. L'échange manqua de grâce. Il l'accusa de ne pas lui laisser le temps d'agir, elle rétorqua qu'elle ne savait pas faire la différence entre pas encore et jamais. Ils avaient tous les deux un peu raison. Ils réglèrent cela au fil de 2 journées de mutisme lourd, suivies d'une longue discussion franche qui les laissa fatigués mais lucides, ce qui augurait, elle le soupçonnait, de la nature de leur futur désaccord. Cela lui convenait. Elle lui signifia qu'elle n'était pas simple à vivre, et il lui rendit l'appareil. C'étaient 2 adultes qui avaient appris à la dure que la facilité n'était une promesse tenable par personne, et ils avaient cessé de l'attendre. L'automne arriva, et Martha fit sa rentrée à l'école du village, située à 3 miles de là, obligeant Callahan ou Abigail à l'y conduire en chariot chaque matin. Abigail prit cette tâche à sa charge 3 jours sur 5, transformant ses trajets en un rituel privilégié de 25 minutes dans chaque sens. Seules toutes les deux, le chariot cahotant sur la piste, les montagnes changeant de couleur au loin, et Martha qui, ayant eu 8 ans en octobre, se mit à bavarder. Elle parlait de l'école, d'une camarade nommée Béatrice qu'elle ne savait trop si elle aimait ou non, des notions qu'on lui enseignait et qu'elle connaissait déjà, et de celles qu'elle ignorait et qu'elle trouvait agaçantes. Elle évoquait aussi sa mère de temps à autre, sans chercher à susciter de réaction, de cette façon naturelle et ponctuelle dont on parle des fondations d'une maison. Abigail la laissait faire sans dramatiser l'instant. Elle ne cherchait pas à combler cette place vide, se contentant de tenir les rênes, d'écouter et de répliquer parfois avec une franchise sans fioriture. Martha semblait apprécier cette approche. En novembre, au cours d'une de ses promenades en chariot, la fillette glissa sa main sous le bras d'Abigail, de ce geste spontané des enfants qui ont froid ou qui recherchent la proximité sans savoir encore l'exprimer. Abigail n'en fit pas toute une affaire.
Elle ajusta les guides pour maintenir l'attelage confortable et continua de avancer. C était tout. C était suffisant. Le premier hiver se révéla d'une rudesse typique du Colorado, implacable et parfaitement indifférente aux désagréments qu'il causait. La neige débuta sérieusement fin novembre, et dès décembre, le ranch fonctionnait au rythme intensif d'un monde replié sur lui-même pour de longs mois. Abigail apprivoisa ces nouvelles contraintes. Elle apprit à penser le bois, l'eau et les provisions à l'échelle d'un hiver montagnard, ce qui exigeait de repenser ses talents pourtant solides en matière de prévoyance. Elle commit des erreurs. Il lui manqua parfois telle ressource tandis qu'elle en possédait trop d'une autre. Une décision malheureuse concernant la cave à légumes lui fit perdre 3 semaines de provisions de pommes de terre, ce qui la mit furieuse contre elle-même pendant presque une journée entière, avant qu'elle ne relègue cette colère pour planifier sa revanche sur l'an prochain. Elle coucha cela par écrit dans son propre registre, une habitude qu'elle avait adoptée sur les conseils de Jebedia et qu'elle ne prétendait pas avoir inventée seule. Son carnet pratique consignait les stocks, les besoins, ses observations sur le ranch, ce qu'il fallait changer et ce qui avait fonctionné. Elle y mettait autant de soin qu'elle en avait eu pour ses notes mentales lors du voyage, car elle bâtissait désormais une œuvre appelée à durer plus longtemps que sa propre mémoire. Callahan le feuilleta un jour sans permission. Elle le trouva sur la table, légèrement déplacé, et ne dit rien. Mais elle le fixa, il croisa son regard, et il avoua simplement « L'histoire des pommes de terre. Je connaissais un moyen d'éviter ça, et j'aurais dû t'en parler plus tôt dans la saison. » « Oui, reconnut-elle, tu aurais dû. »« Je suis désolé, fit-il. » Elle le observa. Micah Callahan ne prononçait pas ces mots à la légère, elle le savait bien. Cela lui coûtait. Elle accepta ce prix. « Je vais l'ajouter au registre, dit-elle. » Il faillit sourire, c'est ça. À la fin de cette première saison froide, elle avait trouvé sa place dans cette maison. Non pas une forme définitive, car elle comprenait que les foyers n'étaient pas des structures figées, mais des organismes vivants, s'ajustant sans cesse aux besoins, mais une forme de travail, fonctionnelle, honnête et sienne. Elle cuisinait pour des gens reconnaissants de cette manière taiseuse propre à ceux qui ont appris sur qui compter. Elle réparait ce qui flanchait, parfois avant même que les autres ne s'en aperçoivent. Le dimanche soir, elle examinait les comptes avec Jebedia, débattant utilement des chiffres, de la rentabilité et des priorités du domaine. Parfois, il avait raison, et elle le lui concédait. Elle emmenait Martha en classe, écoutant le feuilleton de sa relation avec Béatrice, devenue en octobre une amitié complexe que la fillette racontait avec le souci du détail d'un chroniqueur politique. Avec Callahan, la perfection n'était pas de mise, ce qu'elle n'avait jamais exigé. Il se méprenait parfois. Elle se taisait quand elle aurait dû parler, et il sortait la formule abrupte au mauvais moment, victime de cette brutalité qu'engendre l'honnêteté lorsqu'elle manque de tact. Ils avaient fini par comprendre que le meilleur moment pour aborder les sujets graves était le matin autour du café, avant que le tumulte des tâches ne reprenne leurs esprits, et ils avaient préservé ce créneau matinal avec le même soin qu'elle mettait à garder du bois sec pour l'allumage. Elle pensait encore à Samuel. Elle l'avait promis à Callahan et c'était la vérité. C'était un manque plutôt qu'un deuil, cette sourde et permanente douleur pour quelqu'un qui n'était plus là, bien loin de la perte déchirante des premiers mois. Elle possédait une unique photographie de lui, qu'elle rangeait dans une boîte avec ses rares effets personnels, sans la dissimuler ni l'exhiber. Callahan l'avait aperçue sans rien dire, et elle lui en avait su gré. On emportait les êtres avec soi, on ne les remplaçait pas. On continuait simplement à vivre à leur côté, même lorsqu'ils avaient disparu, jusqu'à ce que cette coexistence devienne une composante de votre identité plutôt qu'un viatique contre le chagrin. Elle avait 22 ans lorsqu'elle comprit cela pleinement, un jour de mars assise à la table de la cuisine, alors que la neige persistait mais que la lumière changeait enfin. Ce signal infaillible de la fin de l'hiver, des journées qui s'allongent et l'angle du soleil qui se décale sur le manteau blanc. Martha dormait. Jebedia dormait. Callahan s'activait dans la grange à la lueur d'une lanterne qu'elle devinait à travers la fenêtre. Elle était seule dans la cuisine, entourée de son carnet, de sa tasse de café et du silence. Elle se dit alors « C'est ma vie ». Non pas sur un ton résigné ou vain, mais avec la lucidité de celle qui contemple son œuvre, y compris ses aspérités, ses hivers rigoureux, ses explications difficiles et son deuil tapi dans l'ombre, pour en ressentir la solidité sous ses mains. Elle avait rejoint un convoi de bétail en tant que simple paire de bras anonyme. Elle était devenue veuve à 20 ans, fauchée, invisible, persuadée que son seul salut consistait à avancer sans fléchir. Elle n'était plus invisible à présent.
Elle ne se contentait plus de survivre. Elle avait dompté une tempête, affronté un blizzard, résisté à la fumée d'un feu de prairie et prononcé un oui décisif dans une cour du Nebraska devant un feu mourant, parce qu'un homme avait interrogé au lieu de décréter. Elle était montée vers le nord dans une demeure pleine de deuil et de besoins, et elle y avait bâti, un jour maladroit et têtu après l'autre, quelque chose de solide. Elle entendit grincer la porte de la grange. Les bottes de Callahan crissaient sur le sol gelé en direction de la maison. Ce bruit qu'elle identifiait désormais entre mille, comme tout ce qui faisait l'âme de ce ranch, tout ce qui lui appartenait en propre. Il entra, secoua la neige de ses vêtements et suspendit son manteau. Il la regarda assise à la table, puis fixa la cafetière. « Toujours levée », constata-t-il. « Un peu », répondit-elle. Il se servit une tasse et vint s'asseoir en face d'elle. Il jeta un œil au registre sans poser de questions, et elle ne souffla mot. Ils restèrent ainsi au calme dans la cuisine assoupie, tandis que la neige recouvrait encore la terre mais que le jour finissait par poindre. Et Abigail Vance Callahan, qui avait été oubliée, invisible et seule, qui avait vu sa jeunesse fauchée avant d'éclore et s'était refait un destin à partir de petits bois secs et d'un pragmatisme obstiné, assise dans cette cuisine, éprouvait cette certitude simple et incontestable de ceux qui ont conquis leur place chez eux. Non par un don du ciel, non par miracle ou par le regard d'un sauveur, mais parce qu'elle s'était présentée chaque jour pour accomplir sa tâche et qu'elle était restée. Tout tenait là, c'était tout.